Et bonsoir tout le monde, salam à tous, comment ça va l'équipe, vous allez tous bien le chat. Bienvenue à tous pour la 6ème édition de la Mez Radio. Avant de commencer, bien évidemment, comme d'habitude, on remercie Acer Predator. Les amis, vous connaissez très bien Acer Predator qui nous a permis d'avoir ce setup de fou habituel. On les remercie encore une fois, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on a un sponsor ponctuel, comme vous savez, depuis plusieurs semaines, on a un sponsor. Et aujourd'hui, laissez-moi vous présenter. On remercie encore une fois notre sponsor Gomu. Gomu, que vous devez connaître, qui sont les rois des burgers, notamment les burgers, la fusion de la street food américaine et la street food asiatique avec leur fameux Bao Burger. On remercie Gomu. Donc ça, pour information, ceux qui connaissent pas, c'est leur nouveauté qui est sortie il y a quelques temps. C'est la box Gomu avec 2 Bao Burgers, avec une frite cheddar bacon, un cocktail ou un bubble tea à seulement 14,90 €. Donc là, je le dis parce que je l'ai goûté, c'est excellent. Là, nos invités, ils sont régalés. Enfin, je pense qu'il n'y a pas eu de critique pour l'instant. En tout cas, on s'est régalé. Je remercie vraiment Ali, mon frérot. Merci beaucoup Ali, qui est le big boss de Gomu. En tout cas, c'est avec lui que je traite. Merci beaucoup Ali, mon frérot. Pour ceux qui veulent participer, je le répète, c'est super simple. Faut contacter mon frère Nassim Singe sur Instagram, TikTok, Snap. Il a un formulaire en bio dans lequel vous pouvez simplement inscrire votre anecdote si ça vous intéresse de participer, et il vous appellera pour faire les sélections. Les amis, pour cette première anecdote, le premier invité, c'est le frérot Abdé. Comment il va, Abdé? Salam Amar, salam le chat, j'espère que tout le monde va bien. Impeccable, je te check comme d'habitude. Frère. Ça fait plaisir Abdé. Ça me fait plaisir moi aussi, frère, de passer sur ta chaîne depuis le temps que je voulais passer, venir, raconter mon anecdote. Eh bah, t'es le bienvenu. Comment tu vas, frère? On prend le temps tranquillement, ça va tranquillement? Moi je vais bien, alhamdoulilah. Tu stream du coup? Ouais. Je vois qu'il y a des parasites là. Bah là, il y a toute ma commu là, à ce que je vois sur le chat. Magnifique, ça fait plaisir. Mais oui, ouais, je stream. En ce moment, je fais des TikTok. Enfin, je commence à mettre du contenu sur TikTok. C'est bien. Puis je suis présent sur Twitter depuis très longtemps. Puis voilà quoi. Magnifique. Tu stream quoi un peu? Tu fais quoi? Un peu de tout. Stream IRL, des reacts, des jeux par-ci par-là. Vraiment, je me casse pas trop la tête. Ok. C'est au feeling, vraiment. Tu kiffes ta life. Exactement, des streams détente. Ok, on peut te suivre où? Sur, du coup, c'est quoi l'arroba? C'est AbDTF? Du coup, sur Twitch, c'est AbDTF-du-bas. Ok, on le mettra sur le chat, s'il vous plaît, les amis. AbDTF-du-bas, s'il vous plaît, ouais. Voilà, sur TikTok, c'est @TFAbd. Et ok, là, faut faire l'inverse. Voilà, faut faire l'inverse. C'est pas très compliqué. Et sur Twitter, c'est AbDTF aussi. Ok, voilà. Nickel, les amis, n'hésitez pas à aller le suivre. Toujours le même blaze. Il nous fait le plaisir d'être là ce soir, il va nous raconter une anecdote. Mais tu sais quoi, bon, on a parlé de stream vite fait, mais avant qu'on rentre dans le dur, présente-toi un petit peu, parce que moi je te connais un petit peu. Ouais. Et voilà, t'as quel âge, d'où tu viens, c'est avec grand plaisir que t'as le temps de te présenter. Ok, donc moi c'est Abderrahman, okay. J'ai 21 ans, étudiant, je rentre en deuxième année de master, okay. Master finance d'entreprise et contrôle de gestion. Ok. Je suis alternant, et moi j'ai grandi dans le Jura, à côté de la Suisse, je suis pas lyonnais. À la base des bases. Ok. Je suis pas comme vous. Je fais pas partie de votre... La radio, elle est pour tout le monde. La radio, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. La semaine dernière, on avait un mec de Dijon, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, on a du monde de partout. Des Parisiens, Dijonnais, on a de tout le monde. Comme quoi. Et donc, bah voilà, je fais mes études sur Lyon. Je fais des lives. Je cours beaucoup. Je fais du... Ça, je l'ai pas dit, mais je fais aussi du contenu. Enfin, je vais commencer à faire du contenu sport. Ouais, c'est cool. Donc, moi, je prépare un marathon en octobre. Ouais, c'est comme un peu la DA d'Iliès, un peu dans ce qu'il fait. Exactement. Cool, bah, en fait, c'est Iliès qui m'a poussé à la course. Comme tout le monde ici. Même voilà. Moi, je cours à cause de lui, pour te dire. Voilà. Donc, ouais. D'ailleurs, tu fais le 10 km de Paris-Lille, ouais, exactement. Il me semble. Exactement, ouais. Bon, on se retrouvera là-bas. Là. Allez, avec grand plaisir. Si j'y arrive, je serai content. Donc, avec grand plaisir. Voilà. Donc, du contenu Twitch, sport, tout ça. Et ok. Puis, voilà. Et t'es le genre de mec qui dit Twitch? Twitch. C'est Twitch, pas Twitch. Comme Twitter. Je sais pas dire. Je sais pas. Non. C'est comme. Non, mais il y a plein de mots comme ça. Tu sais, à Paris. C'est l'accenturation. Non, à Paris, ils disent Twitch, un tweet, Twitter. Et moi, pour moi, ça a toujours été Twitch avec un oui, tu vois. Mais bon, ah ouais? C'est un truc, à chaque fois que quelqu'un le dit, à chaque fois, j'en parle. Bah, du coup, master, c'est pour faire quoi? Comptabilité, gestion derrière? C'est pour devenir contrôleur de gestion. Ok, hyper précis. Hyper précis. Ou en tout cas, tout ce qui va toucher au domaine de la finance. Ok. D'entreprise. Eh ben, on te souhaite bon courage, mon frérot, là-dessus. Magnifique. Ah, merci. Eh ben, frérot, je vais arrêter de parler. Les amis, on donne un maximum de buzz et de gaz à Abdé. Il est venu nous raconter une anecdote. On va l'écouter, frérot. Sur quoi va porter ton anecdote? Alors, déjà, mon anecdote ne me concerne pas moi directement. Ok. Mon anecdote concerne le grand-père d'un ami. Ok. Voilà. Et c'est une anecdote qui parle de sous. Qui parle de sous et d'argent. Donc, je commence. Donc, c'était il y a 3-4 ans que cet événement est survenu. Faut savoir que c'est une famille turque. Ok. Avec des valeurs turques, comme on les connaît, une bonne famille, mais voilà. Traditionnel un petit peu? Traditionnel turc, mais mentalité turque, quoi. Ok.
Toi, t'es pas turc, toi? Si? Non, moi, je suis marocain, mon frère. Ok, je sais jamais que, voilà. Ouais, si je râle, on sait jamais. Mais on est ensemble. Les Turcs, je vous aime. Non, de toute façon, moi, j'ai grandi qu'avec des Turcs. Pareil. Qu'avec des Turcs. Pas beaucoup d'Algériens, de Tunisiens, mais surtout avec des Turcs. Ah ouais. Bref. Et donc, cet ami, que je vais garder anonyme, parce qu'il voulait pas que je dise son blaze, m'avait raconté une anecdote qui est assez drôle. Donc, comme je t'ai dit, ce grand-père, comment te le décrire pour te mettre dans le contexte? C'est un grand-père assez calme d'apparence, mais faut pas le titiller, faut pas l'énerver. Ouais, c'est un ancien tranquille, mais pas l'embêter. Ouais, voilà, c'est un ancien. Il est de nature très calme et tout, faut y aller pour l'énerver, mais quand il s'énerve, bon, il est un peu trop dans l'excès, genre. Ok, je comprends. C'est les faux calmes. Exactement, c'est les faux calmes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, un matin, sa femme, donc la grand-mère de mon pote, le missionne pour qu'il parte chercher des oignons, acheter des oignons au Super U. Okay. Basique. Et donc, il va au Super U, tac, 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 il fait ses petites courses et il prend ses oignons. Il prend ses oignons, donc il passe à la caisse, il paye, et en sortant, il regarde le ticket de caisse. Il se dit, 1,70€ les oignons. Bon, pour lui, c'était cher. Pour lui, c'était... Ouais, ok. Pour lui, c'était trop cher et tout. Et tu connais les anciens, ils aiment bien négocier tout ça. Mais tu négocies pas dans un Super U, normalement. Il n'y a pas eu d'erreur, c'était le vrai prix, en fait. C'était le vrai prix. Ok. Donc, en fait, ça lui semblait beaucoup trop cher pour ce que c'est et tout. Et donc, il retourne à Super U. Il va à l'accueil et tout. Il leur dit, je veux me faire rembourser. C'est trop cher, j'aime pas. Je veux me faire rembourser mes oignons. Okay, d'accord, ok. C'est pas une dinguerie. Donc là, c'est le grand-père qui veut se rembourser, là. Voilà, donc c'est le grand-père qui veut se faire rembourser ses oignons à 1,70€. Et retient bien le prix, parce que 1,70€, c'est très important. Retiens juste. Ok. Donc, les dames de l'accueil du Super U le regardent en chelou et ils disent bon, monsieur, on peut pas vous faire rembourser ce produit-là. Néanmoins, on peut vous offrir un avoir. Donc, pour le même prix, vous pouvez échanger un article, tout ça. Grand-père turc, il est venu en France dans les années 70-80, asile français, pas fou. Ouais. Il sait pas ce que c'est un avoir. Ouais. Il veut pas savoir ce que c'est un avoir, surtout. Ouais. Lui, en gros, il leur dit quoi? Il leur dit non, je veux pas d'avoir, je veux pas de je sais pas quoi. Je veux me faire rembourser mes oignons. 1,70€, c'est beaucoup trop cher. C'est un move de fou, je suis désolé. On est d'accord. Moi, quand j'étais gamin, j'étais un peu radin des fois, mais là, c'est vraiment un move de fou, là. Ah, là, c'est trop. Donc, il voulait rien savoir. Pendant une bonne demi-heure, il négocie. Non, je veux pas d'avoir, je veux me faire rembourser mes oignons. 1,70€, c'est trop cher. Nanani, nanana. Tout ça pour 1,70€. Ouais. Et là, il voit que c'est mort. Il voit qu'il va pas se faire rembourser et tout. Il prend la haine. Il prend la rage et tout. Il leur dit cette fameuse phrase. En rigolant. Encore aujourd'hui avec mon sahab. Il leur dit, droit dans les yeux comme ça. Ok, vous allez voir. Vous allez voir. Une menace Super U normale. Une menace pour des oignons. Il sort et tout. Quelques minutes après, les portes coulissantes du Super U sont en verre, comme dans tous les supermarchés et tout. Ouais. 2-3 minutes après, elles éclatent en 1000 morceaux. Comme ça. L'alarme. Ah oui, parce qu'il y a 3-4 ans, il y a 3-4 ans, on était en situation de vigie pirate aussi. Ouais. En France. Ouais. L'alarme attentat retentit dans tout le magasin. Parce que ça pète. Et à ce moment-là, personne n'a fait le lien. Enfin, les dames de l'accueil n'ont pas fait le lien avec le grand-père. Bah oui. Donc, c'est la panique générale dans tout le magasin. Les caissières, elles se mettent en dessous des caisses. Les gens dans le magasin, ils crient. Il y en a, ils gueulent. Il y en a, ils stressent. Ça part dans tous les sens. Mais quand je te dis dans tous les sens, ça part dans tous les sens. En fait, ce qui s'est passé, derrière cette mascarade, c'était le grand-père. Il sortait et tout, il avait trop la haine. Et tu sais, à côté des supermarchés, il y a les bennes à ordures, il y a les grosses poubelles là. Ouais. Généralement. Ouais. Il en prend une et par excès de rage, il la jette sur la porte d'entrée du Super U. C'est un ouf. C'est un fou, mais c'est un gueudin. Et donc, lui, comme je t'ai dit, il est de nature calme. Et voilà la dinguerie qu'il a fait. Il reste là, planté là, devant le truc et tout. Ah, mais genre, il l'a fait, il s'est dit j'assume. Ouais. En fait, c'était ça la mentalité de j'assume et à moitié j'assume, à moitié de. En mode, je voulais pas que ça arrive jusqu'à là. J'ai rien à m'approcher, c'est votre faute. Exactement, oui. Aussi cette mentalité de wesh. Et la panique, comme je t'ai dit dans le magasin, la panique générale, tout le monde crie, tout le monde va dans tous les sens et tout.
tout le monde pense en fait que c'est un attentat. Bah oui, ça explose et tout, genre ouais. C'est une dinguerie. En plus, avec les alarmes, le bruit du choc, les vitres qui se pètent, tu regardes l'entrée, des bouts de verre partout. Bref. Et dans ce cas-là, tout ce qui va être gendarmerie, CRS, tout ça, sont automatiquement appelés en fait. Ouais. Sans pour autant que ce soit quelqu'un qui les appelle comme ça au téléphone. C'est automatisé. C'est automatisé quand c'est des trucs comme ça, Vigipirate, attentat, tout ça. Et là, en fait, ce qui se passe, genre lui, il est resté là et tout, il regarde et tout. Il est resté un bon petit 10-15 minutes. Ça suffit pour qu'il voit 3 gros fourgons de keufs venir avec les gyros et tout le bordel, genre gendarmerie, CRS. Enfin, je connais pas les termes exacts pour quand c'est des... Tout ce qui est brigade d'intervention. Ouais. Exactement, mais pour des plans Vigipirate, tout ça, quoi. Le fameux plan grand-père qui jette une vitre, là. Exactement. Exactement. Bref, dinguerie. Lui, il reste là, il voit les keufs, il voit le magasin, il se dit quoi? Il se dit... Et en fait, ils intervenaient et tout, et lui, il interpelle un keuf, il lui dit non, mais c'est moi. C'est moi. Ah, normal, il balance direct. C'est moi. Et là, il le regarde et tout. Il lui dit, mais comment ça, c'est vous, monsieur nanana? Et c'est là, il lui explique la situation de deux. Il lui dit, je sais pas, vous imaginez quoi et tout, mais c'est juste eux, nanani, ils m'ont fait payer un truc beaucoup trop cher, ça m'a énervé, nanana. J'avoue, j'ai fait une faute, mais en gros, de là à ramener tout ça, là, que pour moi, que pour des oignons. Il avait quel âge depuis le grand-père? Il avait, à l'époque, il avait 70 ans. Vers 70 ans. Ah non, quand même. J'aurais bien dit, ouais, s'il avait été plus vieux, peut-être qu'il est sénile, là, il est zinzin. Ah, mais désolé pour le grand-père, mais il est zinzin. Mettez une vitre pour des oignons, frère. Et du coup, après, la police, comprend que c'est lui? Et du coup, en fait, t'avais... en gros, il a pas dit directement. Les keufs sont rentrés dans le magasin et tout. Ils cherchaient... en gros, ils sécurisaient la zone. Ouais. Et c'était pendant qu'ils sécurisaient la zone que lui, il leur explique la situation. Donc, boum. Tout ça, ça a été annulé. Ils embarquent le grand-père. Il dit, bah, toi, tu vas venir avec nous pendant toute la journée au poste et tout. Ça va pas t'as craqué, tu pètes des vitres pour des oignons. Non, mais on est où, là? Ouais. Bref. Et donc, il part toute la journée au poste avec les responsables du Super U pour faire un compte rendu, tout ça. Il allait pas finir en GAV parce que bon, avec son âge, tout ça. Ouais, ok. Voilà. Ils ont dit, c'est pas un mec dangereux, c'est juste un... Exactement, c'est juste un fou. Enfin, un fou pas dangereux, genre. T'as capté? Oui, j'ai compris. C'est un acte de folie, mais c'est pas dangereux dans les faits, quoi. Okay. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu te rappelles du prix. 1,70 €. J'ai pas oublié 1,70 €, là, j'ai compris. On n'oublie pas, hein, toujours. Donc, il passe la journée au poste et tout, compte rendu, tout ça. Le soir, il le ramène chez lui. Faut savoir que le grand-père, c'est tout le contraire de la grand-mère. Ouais. Mais tout le contraire. Genre, la grand-mère, elle est très expressive, très en gros, elle réagit au quart de tour, direct. Plus sanguine que lui. Largement, largement. Sauf que elle, quand elle s'énerve, c'est une colère normale. Genre, tu la vois tout de suite et c'est maîtrisé, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, il ramène le papy à la maison, tranquillement et tout. Et elle voit les keufs, elle voit son mari, elle pète un plomb, mais devant les keufs. Ouais. Elle leur dit quoi? Elle leur dit, ah non, mais il rentre pas à la maison. Ah, mais c'est mort. Ah, mais gardez-le. Il me fout la honte. Parce qu'en gros... Elle a compris tout de suite. Ouais, voilà, en fait, les keufs, ils ont expliqué la situation à la grand-mère et tout. Et elle, en gros, elle se tenait le visage en mode, mais on est où, là? La honte, la police, elle vient à la maison. Voilà, c'est ça. C'est mon mari qui le ramène. Exactement. En gros, oh frère, t'as 70 ans, qu'est-ce que tu me fais ramener les keufs à la maison, wesh? Tu fais ça, enfin non, tu fais pas ça, mais voilà, quoi. T'as pas un âge pour faire ça. Ah, purée. Bref, après 1 heure de négociation, il rentre quand même à la maison. Super U, tout naturellement. Mais d'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit de dire les noms des magasins. Là, c'est pas grave, ils sont pas en tort. C'est les victimes, là, donc ça va. Voilà. T'inquiète, pas de souci. Ok. Donc bref, tout naturellement, Super U porte plainte parce qu'il y avait 4 000 € de réparation. Ouais. C'est énorme, 4 000 €. Ouais. Donc quelques jours plus tard, il passe au tribunal. Et après jugement, ça baisse jusqu'à 900 €. Ah, ça va, ils ont été cool, hein, parce que 2 vitres, ça coûte cher. Hein. Surtout les télé automatiques, ça coûte une fortune. Exactement. Donc, tout ça pour dire qu'il est parti chercher des oignons. Il a payé 1,70 €. C'était trop cher. Au final, il paye 900 balles les oignons. C'est la risée de la famille. Parce que oui, après ça, cette anecdote, dans leur famille et tout, ça l'a raconté, mais... C'est passé le mot, ouais. Pendant 1 an, ça rigolait sur le papier. Oui, je l'envoyais au bled et tout, ça. Et tu connais, dans les familles un peu orientales, entre guillemets,
le papa, c'est un peu l'exemple, c'est un peu le gars calme, la figure. Il a perdu cette image crédible. Il a tout perdu. C'est devenu le neuil de la famille. Exactement, c'était vraiment genre la risée de la famille en mode wesh, toi tu pètes des vitres pour 1,70€ et tu nous fais la morale. Ah, purée, t'as capté. Ouais. Donc voilà, au final, il a payé ses oignons 900 balles. Ça fait cher les oignons là. Ça fait cher les oignons. Ça fait cher les oignons, purée. Et donc voilà, c'était ça mon année. En fait, j'arrive pas à capter comment tu peux avoir ce move de fou de se dire allez vas-y je vais péter les vitres. Mais c'est sur le coup. Sur le coup, il était énervé et tout. Mais tu vois. Je sais pas, pour les anciens, peut-être que dans sa tête, il avait encore les anciens prix, je sais pas. Il va comment le papier maintenant là? Il va bien, il va très très bien. Il va très très bien. Ouais, bah faites-le consulter parce que c'est. Ah, je rigole. On respecte le papy. Mais merci Mistia pour le sub, la famille, merci beaucoup. On va devoir un sub sur le chat, merci beaucoup la famille. Mais frérot, je veux bien que ce soit trop cher. Et qu'il se plaigne à la direction, qu'il demande un geste commercial. Ouais. Ok, vas-y. Mais il a eu son geste. Il voulait, enfin. Il a eu l'avoir. L'avoir. Ouais. Mais t'as capté, il voulait pas l'avoir. Il voulait le remboursement. Il voulait 1,70€. Il voulait 1,70€. Mais j'ai vu des actions de radin, mais alors celle-là. En plus, tu vois qu'à la fin, ça paye pas de forcer. Tu vois, bah non, au final, regarde. 900€. 900€ les oignons. Ça fait cher le kebab, là, je te le dis. Le supplément oignon, ça fait vraiment cher. En plus, on rentre tellement dans les clichés, alors que ils sont pas si clichés que ça, mais turc, oignon, ouais. alors qu'en soi. Ouais, mais en général, le stéréotype des Turcs, c'est pas qu'ils sont proches de leur argent. Non, c'est des gens et en plus, des gens qui sont généreux, tu vois. Mais on va dire qu'il avait une mentalité d'ancien. Ouais. Et tu connais les anciens, les prix, c'est les prix, genre en mode. C'est vrai, ce que tu veux dire. Lui, au marché, il les paye 1€, et là, il trouve ça trop cher. Exactement, en mode tu m'arnaques pas, c'est mort, genre. Puis voilà. 900€. 900€. Bah, Abdé, frère, c'est très mignon, très marrant comme exemple. C'est très marrant. Si votre grand-père, c'est lui, si vous reconnaissez, désolé, mais il faut consulter là. Parce que là, je vous jure, si c'est 900€ à chaque fois qu'un truc est trop cher, ça va coûter vraiment, vraiment cher à la famille. Merci beaucoup. Vraiment, faites-le surveiller. Abdé, merci beaucoup, mon frère. Merci à toi. Franchement, tu nous as régalé, les frères. Merci pour l'accueil. Je t'en prie, c'était un plaisir. La famille dans le chat, on remercie à mort Abdé. On remercie sa commu aussi qui est là, qui va nous accompagner toute la soirée. Merci, on le remercie pour sa venue. Et n'oubliez pas de le follow, Abdé TF, tout tiré du bas sur Twitter. TF Abdé sur TikTok et Abdé TF sur Twitter. Non, sur Twitter et sur Twitch, pardon. Abdé TF sur Twitch et Twitter. Ouais, c'est ça. Abdé TF tiré du bas sur Twitch. Ouais. TF Abdé sur TikTok. Et AbdTF sur Twitter. Tapez AbdTF, vous le trouverez de toute façon. AbdTF, vous le trouverez sans problème. À l'aise. Abdé, merci beaucoup. Tu nous as mis une petite anecdote en mise en bouche. Merci, mon frère. Merci à toi. T'as assuré, frérot. Et tu reviens quand tu veux. Pas de soucis. Avec grand plaisir. Attends, t'es dans le coin, t'es à Lyon là actuellement. Je suis à Lyon. On va s'attraper avec grand plaisir, mon frérot. Merci. Ça me fait plaisir. Remercie fort, merci beaucoup. Merci le chat. Hein. Mais en parlant de turc. La famille, pour la deuxième anecdote, je vais accueillir un abonné du coup, peut me permettre un abonné de sur mon compte Amarfood qui s'appelle Osturk. Osturk, merci mon frère d'être là. Merci à toi. Comment tu vas? Très très bien, et toi? Ça va tranquillement, merci beaucoup mon frérot. Ça va? Tout se passe bien? Nickel. Ça va? Tu t'es pas senti trop taillé dans l'anecdote d'avant? J'ai l'habitude, ça va. Ça va, t'as l'habitude? Les amis, on accueille Osturk, le frérot, qui est venu nous raconter une anecdote. Frérot, comme avec Abdé. Ouais. Déjà, comment ça va? Bien? Ça va très bien. Tranquillement. T'es de Lyon toi aussi? Ouais, de Lyon. De Lyon, ça se passe? Ça se passe. Impeccable, impeccable. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Voilà, moi je te connais un petit peu. Ouais. Voilà, présente-toi, prends le temps. Qu'est-ce que tu fais? Moi c'est Osturk. La plupart des gens ils m'appellent Oz. Moi, ce que je fais dans la vie, je suis dans le bâtiment, comme tout Turc qui se respecte. J'avais pas envie de le dire, mais j'ai. C'est ou le bâtiment ou la restauration chez nous. Ou l'automobile. Aussi. C'est ça. Donc voilà. Et sinon, une de mes passions, c'est le voyage. Lourd. D'où l'anecdote d'aujourd'hui. Magnifique. C'est, je pense, voyage, je dors voyage, je mange voyage. C'est la moindre occasion. Dernier pays que t'as fait par exemple là? Je rentre de Mauritanie. Oh, incroyable. En fait, là, je suis rentré avant-hier. J'ai fait Sénégal, Mauritanie, Maroc. Je suis rentré depuis Dakhla. Magnifique. Du coup, t'as fait tout le côté atlantique. Ouais. Oh, c'est lourd. Incroyable. Franchement incroyable. Et là, tu prévois de faire quoi, par exemple, prochainement? Parce que j'imagine que vu que tu vis voyage, tu prévois tes voyages à l'avance. En parallèle, je suis aussi dans l'associatif. Ouais. Donc, je pars en voyage humanitaire au Kenya en septembre, Inch'Allah. Magnifique. Donc, on a plusieurs missions au Kenya, dont la construction d'une madrasa, d'une mosquée, d'un puits par forage et tout ça. Magnifique, vraiment. Donc, super ça. voilà. En parallèle, je fais aussi des runs associatifs. Donc, j'organise des runnings sur Lyon. Tout le monde court ici, c'est un truc de fou.
c'est bien d'être au sport. Ouais, c'est bien, c'est Franchement, bien. faire une activité sportive, ça fait toujours du bien. C'est cool. Et voilà. Donc, je fais des runnings sur Lyon, en partenariat avec des associations. Okay. Et en gros, tous les dons que je collecte par participation du nombre de participants, je les redonne directement à l'association. Magnifique. Et tu fais ça sur des réseaux? Les gens te suivent par rapport à ça? Sur Instagram, sur essentiellement, Instagram? Ouais, on Mon peut donner Instagram, c'est ouais. ose.vibe. V-I-B-E. Ose.vibe, ouais. En un seul mot. C'est ça. Nickel. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, ose.vibe. La partie voyage pour ceux qui kiffent et surtout la partie associative, c'est super. Tu veux donner un petit peu, ouais, s'il peut faire le pont pour vous. Les infos, c'est sur Instagram. Même ceux qui aiment voyager, les conseils voyage, les anecdotes, parfois les galères surtout. Ouais. Parce que moi, c'est voyage, mais essentiellement en mode sac à dos. Seul. Ok, donc c'est le voyage solo en mode trek. Moi, je pars seul. Essentiellement, souvent seul. Ouais. Après, comme tout le monde, ça, quand on est petit, on part avec la famille. Après, on se dit, on va partir avec des potes. Ouais. Mais bon, souvent, on se rend compte que les potes d'enfance, c'est pas les potes qu'il faut quand tu pars en vacances parce que t'as pas la même vision du voyage. Ouais. Et bah après, au fur et à mesure, tu finis par partir seul. Et tu te régales, toi. Franchement, incroyable. Il n'y a pas mieux. Mais une fois que tu as pris le goût à partir seul, c'est là où ça devient compliqué de rebasculer. Oui. Toi, tu peux pas faire des vacances classiques en mode hôtel, vacances. Hôtel-plage, hôtel-plage, hôtel-plage. Impossible pour toi. Impossible. Toi, sur les vacances, tu bouges, tu marches. Moi, je me lève 5 heures. Je vais faire le lever du soleil dans un spot en hauteur. Après, je fais les activités maximum dans la journée. Après, je cours pour trouver un sunset. Tu vois, un endroit pour le coucher de soleil. Ah, c'est magnifique. Après, je me perds dans les ruelles avec des locaux. Après, je parle pas non plus, tu vois, 12 langues. Donc, anglais, turc, français. Tu te débrouilles. Parfois, la meilleure des façons de communiquer, c'est un sourire. C'est goûter à ce que font les locaux. C'est lourd. Rien que t'asseoir et sourire avec les personnes, discuter sans comprendre, tu partages tellement plus. C'est incroyable. Franchement, ça donne vraiment envie. Donc, et rappelle-moi, t'as quel âge? Moi, 28. 28, et t'as fait combien de pays depuis le temps? 46, 47 à peu près. Ah ouais, ah mais bien, ah ouais, quand même. Ouais. Ah, oui, 46, 47. Ah ouais, donc t'as fait un tiers des pays du monde. Il y a 120 pays dans le monde, ça? Ouais, à peu près 120 pays, ça. Ouais, pas de bêtises. Allez, continue encore et bientôt. Ouais, j'espère. Non, franchement, magnifique, magnifique. Un maximum de voilà, Allah Ibarak, comme dit KitKat, de GG dans le chat, vous faites ce que vous voulez. Et frérot, vu que t'as fait du voyage, j'imagine que ça a porté dessus. Oui. Je t'écoute pour ton anecdote, on t'écoute, mon frérot. Alors, l'anecdote en question, c'est en Inde. Ok. Déjà, pays très... qui divise. Ouais, sur les réseaux, ça divise beaucoup. Ça divise beaucoup sur les réseaux. Après, moi, j'aime beaucoup faire mon propre avis, donc je suis parti 1 mois en Inde. 1 mois? Ouais, sac à dos. Magnifique. J'avais 2-3 logements que j'avais organisés en amont. Ok. C'était il y a combien de temps, juste pour qu'on... Il y a 1 an. C'était en mai dernier. C'était pour mon anniversaire de l'année dernière. Magnifique. Je suis parti fin mai jusqu'à fin juin à peu près. Ok, magnifique. Donc je pars pour 4 semaines à peu près, grosso modo, juste un sac à dos. Et j'arrive en Inde, New Delhi, et départ, en fait, mon programme dans ma tête, c'est commencer à New Delhi, aller au nord et descendre jusqu'au sud. Ok. Donc ça c'est le programme. J'arrive à New Delhi, premier jour normal, j'avais 4 jours à New Delhi. Deuxième jour, c'est vendredi, donc je vais à la mosquée pour Jumu'ah, je fais ma prière. En sortant de la prière, je rencontre quelqu'un. Comme d'hab, tout va bien, on discute, pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais, t'es là pour combien de temps, nanana. Toi, t'es habitué des voyages, donc tu sais que les gens te questionnent. Voilà, bien sûr. Mais le truc, c'est que l'Inde, comment dire, l'Inde, tu sens que t'es différent. Okay. Tu sens que t'es pire qu'un touriste, dans le sens... Comment ça se matérialise? En fait, tu vois les vidéos sur les réseaux des personnes qui fixent. Ok, les gens te fixent comme ça. Les gens te fixent jusqu'à que tu sors du champ de vision. Et c'est pareil, mais en beaucoup, beaucoup plus fort. Ok, en plus, toi, t'es plutôt blond avec les yeux bleus. C'est ça. Beau gosse, mais là-bas, ça les regarde, du coup. En fait, pour te dire, il y a des personnes qui n'ont jamais vu de personne aux yeux bleus. Ouais, ok. En vrai. En fait. Ok, pour eux, c'est une légende. Ouais. Pour eux, ça existe que à la télé. C'est vrai qu'en Inde, ils ont majoritairement les yeux noirs ou clairs. C'est ça. Enfin, très très sombres, quoi. Ouais. Donc, dès le premier jour, c'est photo,
On s'arrête pour prendre des photos, on te fixe. Dès que tu sors d'un endroit, on te fixe jusqu'à ce que tu sors du champ de vision. Tous tes moindres faits et gestes sont épiés. On te touche sans que tu sois d'accord. On te touche comment, juste par curiosité? C'est comme ça, hein. Mais imagine ça avec 15 personnes autour de toi. Toi, tu marches parce qu'il fait 45 degrés. En mai, il faut savoir que c'est... Humide en plus. Humide. Ouais. Humidité, on était à 80-85%. Ah ok, d'accord. L'une des villes les plus peuplées. Donc, pollution à son paroxysme. Ok. C'est horrible. La situation, horrible. En plus, moi, je suis quelqu'un... je transpire énormément du visage. Ok. Tu vois ce que je veux dire? T'es bien glacis. Tu vois, c'est des grosses gouttes là. Et bah, c'est moi. Ah, purée. Donc, humidité, chaleur, population, bruit. Ah oui, là, il faut savoir que l'Inde ne dort jamais. À 4 h du matin, tu entends tous les tuk-tuk comme si c'était à Lyon sur le périph'. J'imagine que les gens bossent tout le temps et toi, les trajets, des livraisons, genre de choses. Du coup, pour en revenir à l'histoire, je fais la rencontre, on discute, on mange, je l'invite à boire un truc, 1 heure après, il m'invite à manger, on discute de tout. Hyper bon feeling. Il me dit, si tu veux, moi, je vais chez ma famille, dans le village de mes parents. Okay. Donc lui, juste pour contextualiser, c'est un Indien. C'est un Indien, musulman, un local. Qui était à la mosquée, même pas. Pour moi, je pensais qu'il était musulman parce que je l'ai rencontré à la sortie de la mosquée. Ok, mais pas du tout. Même pas du tout. Okay. Parce qu'il faut savoir aussi que en Inde, les mosquées sont pas du tout comme nous, architecturalement parlant. Ok. C'est un grand, une grande place ouverte avec un bassin au milieu pour faire les ablutions. Okay. Et tout le monde peut venir. Et tout le monde peut venir. Ok. Et il n'y a pas d'espace de prière fermé. Ok. Il n'y a qu'un préau au niveau des premiers rangs, c'est tout. Et le reste, c'est ouvert, t'es en plein cagnard. Ok, d'accord. Donc voilà. Et moi, direct à la sortie de la mosquée, je l'ai rencontré, je me suis dit, musulman, mais vous allez comprendre avec Vas-y, continue. Avec la suite de l'histoire que pas du tout. Je le rencontre, on discute, il me dit, je vais chez mes parents, si tu veux, je te fais rencontrer le grand de mon village où j'ai grandi et tout ça. Moi, j'ai dit, super, tu vois. Tu veux aller rencontrer des locaux, t'es servi. Ah ouais, dans le village en plus. Là. Voilà. Il me dit, par contre, c'est un peu loin. Je dis, ok, combien de temps? Il me dit, en tout, il y a 5-6 heures de trajet. Moi, je dis, par rapport à l'Inde, c'est rien. Ouais. Franchement, par rapport à l'Inde, c'est rien du tout. C'est gigantesque. Parce que moi, déjà, dans mon programme, entre la capitale et le sud, c'est comme si je te disais, pour une idée de grandeur, Paris-Istanbul. Ah ok, d'accord. Tu vois la distance. Donc ce n'est vraiment que... En fait, on ne se rend pas compte à quel point l'Inde, c'est immense. C'est gigantesque, je pense. C'est gigantesque. Tu me diras, c'est le pays le plus peuplé. Voilà. C'est devenu le plus peuplé. Oui, c'est devenu le plus peuplé. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, je dis, allez, go. Moi, vu que j'ai 4 jours à New Delhi, je me dis, vas-y, ça va manger 1 jour et demi, tant mieux. Dans mon programme, dans 4 jours, je dois aller voir le Taj Mahal. Donc, ça matchait nickel. Il me dit, ouais, demain matin, rendez-vous 8 h. Je lui dis, ok, passe en bas de l'hôtel. Il me dit, d'accord. Il me récupère en bas de l'hôtel. On va à la gare. De la gare, ah oui, on va en tuk-tuk. On va à la gare. De la gare, on fait 4 heures de bus. Ok. Mais les bus, comme sur les réseaux sociaux. Ok, les bus canettes, c'est rempli. C'est un bus 17 places. On est 42. Tu vois? On est 42, okay. Plus de chèvres. Plus les caddies, plus des poussettes qui n'ont pas de route, je comprends pas pourquoi ils veulent les emmener. Y en a un, il mange à côté de toi. La gamine, elle pleure à tes pieds, tu comprends pas. Enfin, c'est le chaos, le bus. Ok, donc les gens abusent pas sur les réseaux, non. quoi. Okay. Là-dessus, non. Franchement, pas du tout. Et encore, ils sont soft. Hein. Ok. On sait jamais, il n'y a pas de stéréotype, Thierry, on n'est pas là pour. Aucun. C'est une anecdote pure et dure d'un mec qui est parti là-bas. De toute façon, quand tu voyages, tu n'as plus de stéréotypes. Oui. Il faut savoir que quand tu voyages pour casser les stéréotypes, justement. Donc tu vois ce qu'il en est. Tu as une idée reçue. T'as, on va dire, des préjugés, entre guillemets. Quand tu voyages, tu vas justement pour aller de l'autre côté du préjugé. Tu ouvres ton esprit réellement. Exactement. Bref, moi, issu d'une famille nombreuse, je suis habitué à être comme ça pendant 4 heures contre la vitre, tu vois. Ouais. Ça va, t'as la vitre. Voilà. 4 heures de route après, on prend un scooter pendant à peu près une demi-heure, 1 heure. Enfin, un tuk-tuk, pardon, à peu près une demi-heure, 1 heure. Du tuk-tuk, on reprend un scooter. Mais là, il n'y a plus de route. On arrive dans la brousse, tu vois. Ok, c'est pas des arbres. Pas la jungle, mais... limite savane, quoi. Ouais, non,
En fait, vu que c'était dans le nord de l'Inde, c'est proche de... Des montagnes. Des montagnes. Ok, c'est bon. Donc, il y a quand même pas mal d'arbres. Ok, c'est vert, mais plutôt vert, boueux et tout. Humide et boueux. Ok, c'est bon. On fait à peu près, pareil, une demi-heure, 1 heure sans savoir où on va, enfin, personnellement. Tu te manges des branches et tout ça, bref, je te passe les détails. Et d'un coup, on arrive dans un petit village, mais 10-15 maisons. Et encore, je te dis des maisons, je suis gentil, tu vois, c'est... Soit, tu vois, quand tu fais des cabanes entre 11 et 13 ans, ouais. Et bah, c'est ça. C'est des cabanes, terre cuite, de la paille. Ok, d'accord. C'est un niveau de pauvreté extrême. C'est très précaire. Très précaire. Ok. Ok, pas de souci. Bah, moi, je voulais de l'action, je suis servi, tu vois. J'arrive dans le village. T'es dans le concret, t'es pas mais là, c'était tip top. Cocktail comme je le voulais. Starter pack du blanc. Toi, tu te régales, toi. Totalement. J'arrive dans le village, direct, bah, y a les anciens du village qui se lèvent. Vu qu'ils se lèvent, il y a tout le monde qui s'approche. Donc, d'un coup, tu te retrouves entouré de 40-50 personnes qui t'observent, juste t'observent. Aucune communication, aucun faciès, juste de l'observation, mais direct, tu vois. Et il me présente, l'ami en question, il me présente, oui, bonjour, nanana. Le grand du village m'annonce que ce soir, il y a un mariage dans le village. Ok. Moi, je me suis dit, bah, tu sais, un village à partir de 10 maisons, il va pas avoir beaucoup de monde. Un village musulman, souvent, c'est en petit comité. Ouais. Il s'avère que pas du tout, vu que c'était pas des musulmans. Ouais. Tu l'as appris après, quoi. Moi, je l'ai appris après, bien après. Ok. Quand j'avais déjà les pieds dans la boue, mais jusqu'aux genoux, tu vois. Ok. Et ok, bah, on discute. Tout le monde, je suis l'attraction du village, donc tout le monde s'assoit en cercle autour de moi. Moi, j'ai mon petit sac à dos que j'avais pris pour, en gros, une nuit. J'avais 2 tenues de rechange et de quoi payer les trajets aller-retour. Tout le monde m'observe et tout ça. Au niveau du coucher de soleil, ouais, parce que le mariage commence après le coucher de soleil. Ok. Du monde commence à arriver au village. Donc, des scooters par-ci, par-là, entre les arbres, d'un coup, tout le monde arrive. Et en fait, c'était la famille de la mariée. Ok. Donc, la famille de la mariée arrive. On double l'effectif du village. On passe à 100-150 personnes. Ok, donc avec 10 petites maisons autour, quoi. Voilà, 150 personnes, 10 petites maisons avec une petite place centrale. Comme, j'allais dire un cliché, tu vois Kirikou, le film. Il y a un baobab, un ancien au pied du baobab et il y a tous les gosses autour. Bah, c'est pareil. Ok. Mais version indienne dans la jungle. C'est pas du stéréotype, c'est du... Ouais. Tu vois, l'image de... Bah, c'est ça. Pas de souci, ils commencent à faire les festivités, ça danse, ça chante, ça mange. Il faut savoir qu'en Inde, c'est plus le côté de la fille qui va faire tout ce qui est organisation, financement. C'est même elle qui paye la dot. C'est ça. Donc, famille de la mariée très présente, très fière de l'événement et tout ça. Moi, j'étais très en retrait parce que je voulais observer ça d'un œil extérieur. Ouais. Et surtout que pour moi, c'est un événement privé. Donc, ouais, t'étais pas convié de base. Voilà, j'étais pas convié de base. Moi, j'étais l'invité. Ouais. Et le mariage se finit très rapidement. Allez, ça dure quoi 3 heures à tout casser. Ça va, ok, c'est cool. Très rapidement. Comparativement au mariage en France, nous, ça... Voilà. Du matin au soir. C'est ça. Très rapidement. Donc, une partie des invités partent. Ensuite, il y a un feu de camp. Ok, c'est cool pour l'instant. Ouais, c'est très cool. Feu de camp. Feu au milieu de la place, à côté de l'arbre principal, comme je t'ai dit. Tout le monde est autour. Moi, j'apprends que le feu de camp a été initié dû à mon arrivée. Que c'était pas quelque chose de culturel. J'ai dit, bah super cool, tu vois, il m'accueille. Ok, honorifique un petit peu. Voilà, trop bien. D'accord. Il commence à me poser des questions. Quelle est ta religion ? Est-ce que t'es venu seul ? Est-ce que tu connais du monde ici ? Et moi, je me suis dit, ouais, ils veulent apprendre à me connaître, mais pourquoi les questions, elles vont que dans un sens ? Et pas toi dans l'autre. Voilà. Ouais. Moi, j'ai à peine le temps de répondre que, boum, l'autre question, elle arrive. Okay. C'est en anglais que l'échange se fait, j'imagine ? Ouais, mais un anglais très prononcé, très indien. Toi, tu t'attends l'oreille pour comprendre. Voilà. Et où parfois, je demande à la connaissance de traduire. Parce que, ouais, j'ai mis du temps à m'adapter à l'anglais en Inde. Ok. C'est très prononcé. Ouais, ils ont un accent fort, c'est normal.
Le feu de camp se termine. On me dit, ouais, bah toi, tu vas dormir ici. On me montre la cabane en question. Ok, pas de souci. Je rentre, je pose mon sac, je m'allonge. Par terre, il y a un matelas, c'est 1 centimètre. Enfin, il n'y a quasi rien, il n'y a pas de souci. Donc, toi, t'es venu pour ça, tu voilà, kiffes exactement, le concret, exactement. Je m'allonge et je me dis, vas-y, il faut que je dors, parce que demain matin, je me lève tôt et tout ça. Tu pars le lendemain, de toute façon? Ouais, je pars le lendemain. Mais je pars le lendemain, après-midi, moi, dans le programme. Ok, et il faut rappeler qu'il fait 40-45 degrés, même le soir. Humidité encore plus, parce qu'on est en forêt. Ouais. Beaucoup de monde, donc beaucoup de bruit quand même, malgré le petit village. Je peine à trouver le sommeil. Au final, je commence à m'endormir, il est 2-3 heures du matin. À 4h, 4h30, je commence à entendre des bruits. Mais des bruits métalliques. Tu vois, quand tu entends des chaînes ou quand tu galères à ouvrir un cadenas, et ça tape contre les portes en bois. Carrément, ouais. Comme au bled quand ils veulent ouvrir le grenier et que, tu vois. Tout à fait. Ça, j'entends ça. Et bizarre, tu vois, mais j'entends ça près de la porte d'entrée. La porte de ta cabane? La porte de la cabane. La maison de base, apparemment. Ok. Je dis, tu vois, bizarre. Premier réflexe, silence total. Tu vois, je fais le mort. Et après, j'entends un clic. Comme une serrure qui se ferme? Non, comme le clic du cadenas. Ok. Tu vois? C'est pas drôle, là, d'un coup. Là, le BPM, il commence à taper. Tout. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Il est 4h30 du matin. Je suis à l'autre bout du monde. J'ai pas de réseau. Bah, j'imagine. J'ai pas de réseau. Je connais personne. La personne que j'ai rencontrée, je l'ai pas vue, ça fait 5 heures. Parce qu'entre-temps, je vois, les gens, ils partent. Je suis un invité, certes, mais l'autre, il est dans son village. Donc, il fait sa vie. Bah ouais. Je dis, allez, bah vas-y, prends tes affaires, pars. Trouve une issue. Mais réflexe de l'homme, bah fais pas de bruit. Pas de lumière. T'as vraiment senti une tension, là? J'ai senti une tension parce qu'en fait, t'entends parler devant la porte. T'entends le clic du cadenas. Okay. Tu comprends durant la soirée qu'il n'y a aucun musulman, que t'es seul musulman, qu'on t'a posé 2 ou 3 fois la question quelle est ta religion. Et tu l'as dit plusieurs fois que t'étais musulman. Voilà. Et eux, ils t'ont pas dit qu'ils la personne, je l'ai rencontrée en sortant de la mosquée. Donc pertinemment, elle sait que je pratique ma religion. Tu vois. Ok. T'as senti un truc pas bon. J'ai eu le mauvais soupçon cette fois-ci. Ouais, non, au tout début, t'as le bon soupçon, et après, bah, t'as le déclic qui fait que... T'as le clic du cadenas. Voilà. C'est le cas de le dire. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Au début, j'attends, mais les minutes, elles paraissent ultra longues. Ouais. Parce que t'entends les gens parler, t'entends les grattements contre le bois, t'entends les chaînes qui font encore plus de bruit cette fois-ci, donc ça te conforte dans l'idée que c'est vraiment des chaînes qu'ils ont mis, alors qu'il n'y avait pas de verrou dans ma cabane. Pour toi, ils avaient vraiment verrouillé voilà. ta cabane avec des chaînes et un cadenas. Voilà, alors que la porte n'avait pas de verrou au début. Hein. Tu vois, il n'y avait pas de loquet, il n'y avait pas de verrou. N'importe qui pouvait rentrer. Voilà, n'importe qui. J'arrive, je prends conscience, je me dis, allez, ose, il faut que tu bouges. Je regarde à droite, à gauche, sans lumière, il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Je vois les petites fenêtres, tu sais, dans les cuisines à l'ancienne qui étaient dans les terrasses, il y a des petites ouvertures. Ouais. Genre 50-60. Ouais, c'est même celle que je trouve en souterrain des fois pour les. Souvent. Mais là, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de vitre. Il n'y avait que la toile anti-moustique, la moustiquaire. Je me dis, bah vas-y, pète et tu te barres, tu vois. Et c'est là où je rentends les chaînes. Et en fait, sous le stress de la chaîne, j'ai mis un coup sur la moustiquaire et je me suis sauvé. Je prends mon sac, j'ai mis un coup et j'ai pété le cadre de la porte, de la fenêtre. Ok. Et de là, ils ont entendu ceux qui étaient devant la porte. Du coup, ils commencent à courir. Moi, je cavale. En fait, tu les entends courir ? Moi, j'ai cavalé, tout droit. Dans le noir, dans la forêt. Tout droit, je cavale. Et j'entends derrière moi courir. Oh, c'est énorme. Mais j'entends courir, mais pas qu'une personne. Ils étaient une dizaine. Ils courent. Mais au début, quand tu cours avec l'adrénaline, tu te sens comme Sonic. Tu vois, tu cours à fond. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Tu vois, quand un chien il court, comment tu cours ? Bien sûr. Là, c'est pareil, mais avec 10 Indiens derrière. Moi, je cours avec toi, là, t'inquiète. Voilà. Je suis en train de courir, là. Voilà. C'est un truc de ouf. Ah ouais, mais tu cours. Et après, j'entends sorry, machin, sorry. Mais il n'y a pas de sorry, mon frère. Tu vois, il n'y a pas de sorry, en fait. Je cours.
Et à chaque fois, tu cours, mais tu contrôles les angles morts. Ouais. Je cavale. Au bout d'un moment, plus de souffle. Je ralentis. Je suis dans le noir. Il est 5 h du matin. Noir complet. Noir complet. Mais en fait, en Inde, le soleil se lève très tôt. Ok. Donc, à cette période-là, tu vois, dans 1 heure, c'est la journée. Ok. Je cavale. Je ralentis, essoufflé, mort. Je comprends pas ce qui m'arrive, mais je continue d'avancer. Le seul objectif, c'est avancer. Tu t'arrêtes pas. Ose, tu t'arrêtes pas. Dans ma tête, j'ai la petite voix qui dit continue. Si t'attrapes, t'es mort. Si t'attrapes, c'est fini. Ouais. Je cours. J'arrive dans un sentier. Je me dis, vas-y, c'est la bonne voie. Je continue. Le sentier, il mène à une route. Tu vois, les routes un peu, tu sais, de forêt. Ouais, mais c'est bétonné voilà, un petit peu. C'est quoi. Un tout petit peu bétonné. Mais moi, tu vois, je me dis, là, c'est sûr. Les gens passent. Quoi. Voilà. Entre-temps, plus de batterie. Ouais. Plus de batterie. T'avais pas de quoi charger là-bas en plus. Non, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de prise électrique. Il n'y a pas la 5G, il n'y a pas 12 volts, tu vois. Ouais. Et je continue sur la route. Au bout d'une demi-heure, 1 heure, il y a une voiture qui s'arrête. Une voiture assez. Pour le pays, une voiture où tu sens qu'il y a des revenus. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle m'arrête. Je lui dis la gare routière, s'il vous plaît. La personne me pose des questions parce qu'elle a vu que j'étais dans le mal. Je suis blanc, transpirant, essoufflé, mais par peur, tu retiens ton souffle encore malgré que tu es essoufflé. Ouais. Et je suis tout écorché. Les bras, parce que j'ai couru dans les bois, dans la nuit. Et il arrête de poser des questions, il me pose à la gare, mais il m'accompagne à la gare. Il me dit, tu vas aller où? Je lui dis, je vais aller à New Delhi. Il prend mon billet avec moi. Donc le mec super cool. Le mec super cool, super safe. Il prend mon billet avec moi, il me dit, c'est telle ligne, tel quai. Parce qu'il faut savoir, en Inde, tu vois la Pardieu ici? C'est ridicule. C'est ridicule. Là-bas, il y a 10 000 lignes. C'est ridicule. Ouais. C'est l'un des pays où j'ai vu le plus de trains au monde. Ouais, ils sont très axés sur la ferroviaire. Voilà. Et je monte dans mon bus local. Je fais mes 4 heures retour. J'arrive à l'hôtel. À l'hôtel, le réceptionniste, il me voit. Il me dit, mais t'étais où? T'es parti où? Ouais, parce qu'il faut savoir, je suis le seul touriste à l'hôtel. Parce que j'aime pas faire prendre les hôtels que tous les touristes prennent. Tu veux vivre la vraie vie, toi. Voilà, tu vois. Jusque dans la forêt. Et le réceptionniste, je lui explique la situation. Il me dit, estime-toi heureux d'être en vie. Il me dit, estime-toi heureux de revenir aujourd'hui et de reprendre tes affaires. Ils me disent, en fait, l'Inde, c'est le 2e pays où il y a le plus de musulmans au monde, il faut savoir, après l'Indonésie. Ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi l'un des pays où, selon les régions, ils sont complètement contre. Islamophobes. Mais juste que ça peut aller très loin. Et du coup, il me dit, c'est un phénomène qui est tabou. Et il me dit, en fait, ils font des rencontres. Entre guillemets, ils sympathisent avec des étrangers. Ouais. Sous prétexte que les étrangers qui viennent en Inde, ils sont assez ouverts d'esprit pour accepter d'aller ailleurs avec eux. Et que du coup, c'est des proies faciles. Et le but, c'était Le but, c'était en fait d'en finir là. T'as été invité pour... T'étais la proie du soir, quoi. C'était ça. C'est une dinguerie. Donc, je réalise après coup, parce qu'il faut un temps de réalisation. Je rentre dans ma chambre, je mets mon tel à charger, j'allume mon téléphone. Je me suis dit, au moins, j'ai la localisation, j'ai les photos vidéos du mariage, parce que j'avais pris en photo que les photos vidéos du mariage et pas du feu de camp. Parce que le feu de camp, vu que c'était un truc, entre guillemets, pour moi, j'ai préféré mettre mon téléphone de côté et profiter du moment. Ouais. Mais juste avant le feu de camp, j'ai donné mon téléphone à la personne que j'ai rencontrée pour lui envoyer les photos qu'on avait en commun. J'ouvre mon téléphone, j'ouvre ma galerie, plus de photos. Il a tout supprimé. Oh le bâtard. Ah, donc t'étais prémédité, voilà. Ça veut dire. Et en fait, il a effacé toutes les traces. Pour pas qu'on reconnaisse les gens. C'est ça. Oh, c'est une dinguerie. Voilà. Donc là où tu pouvais avoir un doute, mais en fait, tu vois que là, il t'a tout supprimé, c'est que c'est l'élément de plus. Absolument ça. En fait, c'est ce qui m'a confirmé dans l'idée que le seul objectif de m'inviter, c'était pour en finir. C'est une folie. Vraiment, c'est effrayant. Après, j'ai pris du recul, parce que je suis une personne qui... En fait, quand tu voyages, les anecdotes dans ce genre, t'en as.
t'en as de plus en plus. Fais gaffe à un moment donné. T'en as de plus en plus. Mais j'ai pris du recul où c'était mon 3e jour. Sachant que je suis encore là-bas pour 3 semaines. Oh, purée. Ça t'a mis dans un mood spécial, là, quand même. Là. Au début, c'est que le jour d'après. En fait, j'ai pris un jour total pour off, réaliser ma chance, dire alhamdoulilah, de savoir où est-ce que j'en suis et ce que je veux faire. Mais ça n'a pas empêché de profiter de mon voyage à 100%. T'as quand même réussi à garder cette mentale-là. 2 jours après, je suis parti visiter l'un des monuments les plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie, le Taj Mahal. Ouais. Et pour te dire, l'Inde reste dans mon top 4. Malgré le fait que t'aies failli mourir. Ouais. C'est quoi le top 1? C'est difficile, franchement, c'est difficile. Non, parce que, attends, mais t'as littéralement été pris pour cible. Oui. Enfin, j'imagine que c'était peut-être un groupe sectaire ou qui... franchement, je pense que c'était une petite communauté. Oui, j'imagine, c'est pas majoritaire. Qui ont un cercle bien ficelé. Ouais. Et que c'est une minorité taboue, comme il a dit, tu vois, le gars de l'hôtel. Oui, j'espère bien que c'est minoritaire, oui, c'est sûr. Voilà. Mais pareil, tu vois, pendant la soirée au village, les gosses, ils n'avaient jamais vu de gars aux yeux bleus. Donc ils sont assis, ils se rapprochent de toi à 5 cm, ils sont comme ça. Ouais. Tu vois, ils sont là, ils te touchent. Ils sont là, du coup, tu prends part à la sympathie du moment. Ouais. Psychologiquement parlant, t'es avec eux, tu profites avec eux. Tu penses pour l'attraction. Mais voilà. tu ne penses pas être le repas du soir. Voilà, exactement. Pour mauvais jeu de mots, bien sûr. Ouais. Mais, et c'est effrayant, je te jure. En fait, c'est... Je sais que ça existait. Pour moi, c'est minoritaire du fait qu'il y a quand même une très 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 grosse partie de la population qui est musulmane. En plus, c'est au nord, il y a beaucoup de musulmans. C'est au nord... Côté Pendjab, non? Ouest. C'est ça? C'est au nord-ouest, côté Pakistan. Ouais, côté Pakistan, il y a beaucoup de musulmans. Exactement. Mais le fait que... En fait, tu sais que genre, si t'avais été un poil trop fatigué et que t'avais pas entendu... Si j'avais pas le réflexe aussi, par exemple, de garder toujours tes affaires à côté de toi. Ouais. Ne pas venir avec ton passeport à des endroits reculés. T'avais ton passeport avec toi ou pas, justement? Non. Pour être sûr qu'on te retrouve que en démat. Ok. Et ne pas, par exemple, prendre trop d'affaires pour rien. Je savais que je restais une nuit. Pourquoi je vais prendre toutes mes affaires de l'hôtel? Ouais, pour éviter même d'attirer des intérêts. Okay. Voilà. Tu viens avec un gros sac, t'es un étranger. Les gens, ils vont se dire, mais il a quoi dans ce sac? Ouais. Pourquoi il revient avec un gros sac, tu vois? Ouais. Ça, après, il y a le réflexe aussi de toujours garder le sourire face à la différence. Accepter la différence des autres comme quelque chose de nouveau. Il faut savoir il faut aussi accepter que c'est pas parce qu'ils font pas comme nous que c'est pas normal. Ouais, bien sûr. Il faut pas occidentaliser et avoir les stéréotypes occidentaux là où on ne l'est pas. Et tout ça, parfois, on l'oublie, mais avoir ces réflexes-là, entre guillemets, je pense que c'est ça qui a sauvé, qui m'a sauvé. Ok, parce que du coup, tu as su aborder le truc de la bonne façon. Ouais. Mais par contre, tu as capté au moment où ça commence à devenir bizarre. Au bon moment. Ah, c'est une folie. En fait, le fait de courir dans la forêt, dans le noir, tu t'es sorti dans un film d'horreur, là. Ah ouais. T'as déjà essayé de courir, rien que de marcher les yeux fermés? Oui, c'est très effrayant. Voilà. Essaye de courir. Si Ilyes nous regarde, tu vois, ça fait nouvelle peut-être... vidéo, Ilyes. Voilà. Est-ce qu'on peut courir tout droit dans le noir? Voilà. Essaye de courir les yeux bandés. Et c'est quasiment la même chose. Sauf que là, t'as les trucs qui te tapent dans le visage avec les branches, les insectes. À tout moment, tu te prends un arbre. En plus, c'est noir total. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a aucune pollution lumineuse. Il n'y a rien. Il y a toi et le ciel, quoi. C'est ça. Et c'est peut-être celle qui m'a fait le plus peur depuis qu'on ait commencé la radio, parce que c'est... En fait, t'as failli crever, littéralement. Mais t'en prends conscience bien après. Purée. T'en as parlé à tes parents? Ouais. Ils ont dit quoi? Il faut savoir que moi, déjà, je suis le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Ouais. Et je suis le seul qui voyage parmi les frères et sœurs, mais aussi parmi la famille. Tout mon entour, pour eux, voyager, c'est partir au bled. Oui. Tu vois, le Turc lambda, il travaille 11 mois et pendant 1 mois, il part en voiture au bled. Il se met bien au bled. Voilà. Et moi, pas du tout. Par exemple, là, Mauritanie et tout, cette année, c'est mon 9e pays, à peu près. Attends, de l'année? Ouais, de l'année. Ah oui, tu consommes, hein. Le kérosène, ça y va, là. L'une des... Comment dire? L'un des bons côtés de travailler dans le bâtiment, c'est que tu peux partir en vacances quand tu veux, quand c'est pour toi.
T'es à ton compte, du coup, j'imagine. Ouais, entreprise familiale. Ouais, c'est là. Oh, bah, du coup, c'est ok, c'est compréhensible, du coup. Tu vois, les 5 congés, moi, je les ai passés en mars et c'était fini déjà. Ok. Ouais, je vois le délire. Tu consommes ce que j'ai dit, ouais. Mais bon, quand j'ai payé, t'es là et tu rends fou la famille. Ok, ouais. Donc voilà. Et c'est vraiment. En fait. Après, les anecdotes de voyage, franchement. Non, mais si t'en as, je te dis, parce qu'on reprend à la rentrée à la radio, mais si t'en as d'autres, des anecdotes comme ça, je prends. Hein. Mais en fait, toi, tu veux le vrai, tu veux le concret. En fait, moi. Tu veux pas des vacances artificielles, entre guillemets, toi. Enfin, tu veux pas de vacances, tu veux découvrir des gens. En fait, si je veux faire hôtel-plage, je vais à Méribel. Ouais, vas-y, si tu veux, vas-y. Je vais à Cap d'Agde. Ouais, allez, tu veux Cap d'Agde, vas-y. Je fais hôtel-plage. Ouais. J'ai des amis qui ont fait ça. J'ai fait ça à mes 16-18 ans. Ouais. Mais après, une fois que tu goûtes au vrai voyage, une fois que tu goûtes à la différence culturelle, religieuse, la différence aussi en termes de nourriture, tu vois. Tu parles à quelqu'un, là, ouais. Et franchement, ça donne envie d'en découvrir encore plus. Ouais, franchement, je comprends. Entre guillemets, plus tu vas... Par exemple, là, je reviens de mon voyage, comme je t'ai dit, là, de Mauritanie. Je peux dire que c'est la Hesse, en Mauritanie. Oui, je sais, les pauvres, ils ont un niveau de pauvreté très élevé. Voilà. Et j'en ai eu des galères en Mauritanie. Mais pour moi, j'ai kiffé mon voyage. Ok, parce que c'était vrai. Ouais, voilà. Pour moi, j'ai vécu la Mauritanie entièrement. Ok, ouais. C'était pas vu j'ai pas vu la Mauritanie accessible aux touristes. J'ai vu la Mauritanie que les Mauritaniens vivent. Ok. Et ben l'Inde, c'était pareil. J'ai fait 4 semaines en Inde avec les Indiens. J'ai pas fait 4 semaines en Inde sur la plage avec les touristes locaux. Ouais, non, vraiment, c'est un choix que je comprends totalement. En vrai, moi, c'est un truc qui pourrait me parler. Ouais. Mais ce que tu viens de me dire là, moi, ça m'a vacciné là. En fait, c'est le fait que tu arrives à faire confiance aussi naturellement à des inconnus. Tu sais, moi, depuis que je suis gamin, ma mère elle me dit toujours fais attention, avec les inconnus, c'est normal. Ouais. Oui, nos parents, bien sûr. Même toi, ta maman, elle dit ça. C'est normal. Mais après, on arrive à un âge, on peut se débrouiller. Mais courir dans le noir la nuit, après, avec des mecs qui te courent après. Imagine si tu t'arrêtes là, tu reprends plus l'avion. Ah non, bien sûr. Ça crée des traumas dans ton quotidien. Bien sûr, Tu peux plus prendre les transports en commun parce que ça te rappelle la foule qu'il y a en Inde. Tu peux plus, admettons, aller faire des randos parce que ça te rappelle les bois. Tu peux plus. C'est plein de traumas que tu peux créer qui, malheureusement, si tu t'arrêtes là, après, c'est fini. Toi, tu l'as accepté, tu dis allez, on continue. Moi, je l'accepte, je passe à autre chose. J'ai gardé le positif, je passe à autre chose. C'est bon. Positif, t'as couru dans le noir. Et... je me suis pris 3 branches et voilà. Non, vraiment, anecdote de fou, Sturk, vraiment. En tout cas, je trouve, vous me direz le chat, je trouve que c'est vraiment l'anecdote la plus zinzin qu'on ait eue. Et le grand-père d'avant, il était zinzin. Mais alors celle-là, je suis vraiment choqué. Il y a KitKat dans le chat qui dit si j'étais sa mère, je lui aurais mis un cadenas. Comme celui des Indiens, qui partent plus jamais en voyage. Bah, il faut savoir que moi, ma mère, je la préviens au dernier moment que je pars. T'es un ouf. Je pars. C'est pas là, par exemple, il y a 2 semaines, quand je devais partir pour Dakar, c'était le lendemain. J'ai dit, quand elle a vu que je faisais mon sac, parce que je pars toujours en sac à dos, donc tout est rangé, tout est optimisé, le moindre espace, le moindre truc, je sais. J'ouvre mon sac, je sais, je mets ma main, je ferme les yeux, je sais quoi prendre. Ok. Ça, faut être organisé, tu vois, quand je pars avec ton sac à dos. Bien sûr. Et ma mère, je lui ai dit la veille, elle me dit, tu vas où encore? Je lui ai dit, je pars. Elle me dit où? Je lui ai dit, mais maman, de toute façon, si je te dis le pays, tu vas même pas. Tu connais pas. Je lui ai dit. Je lui ai dit, maman, Dakar, Sénégal. Elle me dit, c'est où ça? Ok, d'accord. Je dis, Sénégal en Afrique. Elle me dit, fais attention. Ça va, elle accepte quand même. Et, elle vit bien avec, ça va. Oui. Tu fais pas de mouron. Attends. Non, toujours, tous les quasi minimum 48 heures, il faut que je l'appelle. Bon, c'est bon alors. Ok. Obligé. Fais attention parce que là, tu lui fais du mouron pour rien, ça se trouve. Vraiment, la famille, on remercie fort au Sturk. Franchement, c'est l'anecdote la plus zinzin que j'ai écoutée. Frérot, merci beaucoup. On remercie encore Acer Predator, Gomu qui nous régale encore une fois à chaque fois, qui nous ont fait manger. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire une radio comme ça, qui me permet d'avoir des invités comme celui qui va nous rejoindre à l'instant, les amis. Je vous présente une petite légende de mon quartier, j'ai envie de dire, une grande légende même, qui s'appelle Herman, mon frérot. Comment il va, Herman? Ça va, Amar, ça va et toi, mon frère? Comment il va? Ça va super, ça va. Cool. C'est un plaisir. Les amis, on est avec Herman. Herman, pour vous expliquer, il me connaît que depuis que j'ai
13 ans, 12 ans, 13 ans. Ouais. C'est un grand de mon quartier. Il faisait partie de l'équipe à l'époque. Donc, pour ceux qui suivaient à l'époque avec Zouave, Maguette All Star, il était au-dessus comme un chapeau, comme un garde-boue pour éviter qu'ils aillent dans les galères. Et Herman, aujourd'hui, il me fait plaisir d'être là. Ouais. Je vais pas trop en dire parce que c'est lui qui va se présenter. Herman, ça va, mon frère? Ça va, Amar. Déjà, merci de me recevoir. Je suis encore un peu troublé de l'histoire d'Ozturk qui nous a fait Get Out India. C'est exactement ça. Un voyage en Inde incroyable. Il a posé la question, il a dit le feu, ils ont fait un feu pour lui, mais le feu, il était pour lui. Il fallait bien cuire la viande. Il fallait cuire le kebab turc qui venait exprès. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé. En tout cas, non, mais son histoire, elle est incroyable. On était derrière Bouche Bée, un film. Tu sens la tension à travers la course dans et ce que j'adore dans son histoire, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a mis la tension. Au début, c'était très cool. Et petit à petit, comme un film, c'est monté en tension jusqu'à qu'il dit les bruits de chaîne et tout. On entendait les bruits de chaîne et tout. Et même le regard avec ses yeux bleus, on voyait les enfants qui étaient là, bleu. Tu sais, ils allaient le graille, le frère. Tu vois, non, il nous a c'était inquiétant et vraiment c'était passionnant. Bon, force à lui. Et pareil, Abdé, fort, le tonton turc, me semble, on a déjà eu un tonton turc qui sort une lame pour éduquer son fils, on en connaît. On est un peu plus culturel, ouais, on est plus culturel. Habitué. Et on respecte bien évidemment les Turcs. Évidemment. Et les Turcs n'allaient pas en Inde, c'est compliqué pour vous. En tout cas, mais lourd. En tout cas, le concept de l'émission, de connaître ces histoires, c'est merveilleux. Et te voir en place, mon frère. Merci, mon frère. C'est avec ton frère derrière, c'est une affaire de famille qui fonctionne et je suis très fier de toi. Fares et Nassim, oui, la famille. Je veux bien que le budget de l'héritage familial est bien gardé. Ma mère, la pauvre, elle fait des avocations. Franchement, ils ont bien khadem, les darons. Si vous nous regardez, vous êtes des patrons. Quelle organisation. Mais depuis tout jeune, les trois frères, vous étiez organisés, carrés, vous étiez pros. On essayait. Et depuis le début, à chaque fois, même ton frère, une fois en bas de chez moi, il faisait un stage dans un cabinet d'avocat ou je ne sais où. C'était toi, hein? Expert comptable, en demi-costard, coupe au gel Pento, il m'a régalé, franchement. Et propre, hein. Salut Herman, tu vas bien? Il n'y a pas de salam alaikum, lui. Bizarre ça. Le 6e, ça change. Non, mais en tout cas, je suis fier de toi et de vous, mais je suis content d'être là, vraiment. Non, ça fait plaisir de fou. Ouais. Voilà, nous, on t'a suivi quand tu étais gamin. C'est ça. Maintenant, c'est moi qui vous suis. Ça fait plaisir. Mais on continue. Oui, mais pour me présenter, si je dois me présenter. Vas-y, on enchaîne directement. Voilà, Herman, anciennement comédien aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses culturelles dans la ville de Lyon. J'ai travaillé dans des associations. J'ai monté ma structure qui s'appelle Carré Rouge, où on monte nos événements artistiques, comédiens, théâtre, et aussi on fait des événements pour les enfants du centre Léon Bérard, et Roman Ferrari, des enfants qui sont malades ou des accidentés graves. Et parfois, par occasion, on s'amuse d'aller un peu leur mettre un peu de baume au cœur. Magnifique. Et on fait aussi, comme c'est des gens, c'est de la technique de pointe qui coûte très cher. Et c'est vrai qu'on est plus axé, c'est ce qui se passe ailleurs, mais on a des jeunes gens chez nous aussi qui souffrent, des parents qui souffrent. Donc on essaye, avec la comédie, des événements, notamment le Casse du Rire au Transborder et le Casse du Sourire à la salle Albert Camus. On fait des événements, on récolte des fonds à travers des blagues, des événements, de la comédie. Voilà. Moi, c'est ma manière de... Magnifique. Donc, c'est de l'événement, c'est un peu de caritatif dans l'idée. C'est ça, okay. C'est ça, à travers l'humour. Et je pense, ça c'est mon avis, que l'humour cicatrise toute forme de... cicatrise et rapproche les gens. Tu vois, comme on a entendu pas mal d'histoires, mais tu vois, rien que d'entendre les histoires, même si elles sont tragiques ou marrantes, tout de suite, ça crée une rencontre. Oui. Et la rencontre, elle passe par le dialogue, elle passe aussi par la blague et le rire. Et il a dit une phrase que j'ai adorée tout à l'heure, Öztürk, c'est dit que on communique d'abord par le sourire. Oui, je suis d'accord. Et j'ai kiffé cette phrase parce que je trouve qu'il n'y a pas plus sain qu'un sourire. En tant qu'humain, le sourire, il n'y a pas plus sain. C'est universel. C'est universel. Ouais. Même si tu peux finir dans un kebab en Inde, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais sinon, je suis convaincu que l'humour permet de cicatriser, de se souvenir et de créer aussi une mémoire collective, par exemple la culture urbaine, comme on aime bien l'appeler aujourd'hui. Mais grâce à l'humour, on peut créer des œuvres urbaines. Avec mon pote Abdel Latif Jebari, on a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle L'équipe thérapie, où 5 hommes de quartier et on essaie d'assumer que même dans les quartiers, il y a des gens malades qui ont des pathologies comme le TDAH, oui. Comme la dépression. Dépression qui est tabou au quartier. Exactement. T'as pas de dépression, t'es juste pas bien. Et en fait, on s'est dit comment en parler. Et comme le tabou, moi, c'est mon humour. J'aime bien tout ce qui est un peu camouflé, ce qu'on n'ose pas dire. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on dise aux gens, il y a des gens malades dans les quartiers.
des pathologies très graves qui sont liées aux nerfs, le manque d'oseille, la charge mentale chez les hommes, on n'en parle pas beaucoup mais un homme de quartier qui doit assumer une famille, trouver un khadma décent, un travail décent, élever ses enfants, lui-même, il faut qu'il soit propre. Enfin, tu vois, tout ça, ça crée une charge mentale. Et quand tu sais que tu as un seuil, tu as une sorte de plateau de verre, tu ne pèteras jamais à cause de ta condition sociale ou sociétale, peu importe, même ton ethnie, on peut en parler, tout ça, ça crée une charge où aujourd'hui, il y a une montée de dépression chez les hommes de quartier et qui s'ignorent eux-mêmes. Okay. Toi, tu veux que les gens aient conscience au moins de ce mal-être. Ils ont conscience qu'ils ont un cerveau, qu'ils en prennent soin. Il faut prendre conscience qu'on a un cerveau, c'est un muscle comme les pecs, comme les mollets ou comme les abdos. Il n'y a pas de BBL pour le cerveau, c'est ça que je veux dire. Ça n'existe, on en a besoin. On aurait tous besoin d'un petit BBL cerveau. Ça serait stylé. On aurait tous des fiax comme ça. On pourrait twerker de la tête. Ça pourrait bien. C'est bien, t'avais amené un bon message. T'avais dit sur un BBL. Voilà, donc je pense que, notamment quand je vois des mecs comme on habitait dans le même quartier, on avait la même adresse pratiquement. Boulevard Lénine. Boulevard Lénine. On peut le dire, normal. Et te voir ici avec tes frères, donc vous n'avez pas besoin de BBL, vous avez déjà un cerveau bien musclé, ça me fait plaisir. On est chargé en haut et intelligent en bas. Et tout. Voilà. C'est bien dit. Tu sais où tu vas, quoi. Voilà, en fait. je sais où tu vas. C'est bon. Voilà. Donc voilà, et après, personnellement, j'ai fait un petit parcours grâce à la comédie, grâce aux blagues. Ça m'a permis aussi de voir du monde. Ouais. J'ai pu faire des blagues dans toute la France, en Suisse, en Belgique, stand-up, au Maroc. Du coup. Stand-up, ouais. Stand-up. Et tu peux rappeler ton âge, parce que tu l'as dit? J'ai 42 ans, les gars. Ouais. Il le fait pas, hein. Alhamdoulilah. Je le connais depuis. Ça fait 20 piges que je te connais. 20 piges, mon frérot. 20 piges que je le connais, il a pas bougé. Vraiment, il a pas bougé physiquement. Black don't crack, motherfucker. Attention, le N-word, on sait jamais. Non, mais j'ai pas dit N-word. Non, c'est jamais. Non, mais c'est vrai qu'on m'a donné des conditions, je vais les respecter. Non, mais là, il y a un monde où tu devenais Samuel Jackson, là, en 2 secondes. Un petit peu, c'est un peu donner un peu de flow, un peu d'attitude. Non, man. Non, je rigole. Magnifique. Mais Herman, frérot, très très bonne introduction, très bonne mise en bouche. Merci. C'est un personnage vraiment. Alors ceux qui veulent le suivre, Herman, parce que tu fais un peu t'es présent sur les réseaux un petit peu. Oui, toujours. Après, je suis quelques passages vidéo, je mets sur mes réseaux, de temps en temps, je fais des petites vidéos comme ça comiques pour annoncer mes événements. Et parfois, je partage des petits passages stand-up qui sont plutôt cool. Ouais, on peut suivre où ça? Instagram, Herman-Meva. Okay. Et TikTok, le vrai Herman. Comme ça. Ok, donc le vrai Herman, donc c'est pas Herman H-E-Herman, c'est R-M-A-N. C'est ça. Sur TikTok, R-M-A-N, le vrai Herman, et sur Insta, Herman Meva, M-E-V-A. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas à le suivre. Ça fait vraiment plaisir en plus de l'avoir ici. Ah, c'est moi qui est content. Ouais. Ah, vraiment, ça me touche vraiment. Et tu sais quoi? Moi, je vais arrêter de parler, Herman. Ouais. Je vais te laisser nous introduire. Okay. De quoi va parler ton anecdote, mon frérot? En fait, je me suis dit pour respecter, j'ai envie de respecter le thème, parce qu'on est entre Lyonnais, il y a beaucoup de Lyonnais, et c'est vrai que je suis un vieux briscard, faut l'avouer. C'est du mal à le dire, mais c'est vrai. 42 ans, ça fait 10 piges que j'essaye de percer. Et encore, il y a mon petit frère Amar qui essaie de me faire percer dans son média. Donc, c'est la preuve que voilà, les gars, il faut persévérer. Et en fait, j'ai envie de parler de persévérer. J'ai envie de parler de ça parce que il en a déjà parlé un peu aux Turcs et c'est déjà un bon signe. J'aime bien, et pareil pour le petit jeune Abdé. Ils sont jeunes, ils ont envie de voyager, ils prennent leur bagage tout seuls. Le frère, il est jeune, il a dit un diplôme. J'avais jamais entendu d'ingénieur en sérigraphie. Bref, j'ai pas. Mais c'est incroyable et je kiffe voir cette jeunesse. Je parle comme un vieux, c'est une dinguerie. Ah, ça y est. Mais en vrai, ça me fait plaisir parce que j'ai toujours voulu ça. Ouais. Quand j'ai commencé, tu me connais, on avait Be Cool, on avait monté une association exprès pour mettre en avant les jeunes du quartier qui avaient un talent, peu importe. Ça pouvait être le rap, la musique, tout ça. Et un jour, on m'a dit que j'avais un peu de talent. Moi, comme tout mec de quartier qui se respecte, j'avais zéro confiance en moi. On me dit que j'avais du talent. Herman, il est marrant. J'ai dit, ouais, parce que j'ai des gros yeux, c'est ça. C'est parce que, tu connais, j'avais toujours, c'était très facile à me dénigrer. Et jusqu'à qu'un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, Herman, t'as vraiment du talent. J'animais je sais pas si tu te souviens, j'animais les jeudis soirs, des jeudis d'été, là, au quartier. Il y avait les jeux pour enfants. Les jeux pour enfants. Et toi, t'avais le micro, tu faisais des spectacles, des petites vannes. Et c'est comme ça qu'il y a une dame de Vanvelin qui m'a remarqué, qui m'a dit, viens faire un concours de stand-up. Et moi, ce jour-là, je suis allé, j'ai improvisé comme je faisais d'habitude et j'ai gagné. Et j'ai gagné, dans le jury, il y avait Boudère,
Il y avait Boudère, Wahid Al-Ahmou qui était là, et David Pagliaroli, qui est un humoriste qui a travaillé notamment avec Florence Foresti, et qui me disent ouais, t'as tout ce qu'il faut, t'as une belle présence, t'as un charisme et tout, tu devrais monter sur Paris. En plus t'es grand, voilà, tu prends de la place, machallah. T'as exactement de la présence, tout ça, et t'es à l'aise sur scène, voilà, tu t'amuses bien, et évidemment t'es gaulerie, donc voilà. Évidemment, culturellement, le stand-up c'était pas quelque chose de important à Lyon, on s'en foutait beaucoup, même quand tu disais, tu connais comment on est, quand tu dis à quelqu'un de ton quartier, tu fais des blagues, il dit ouais, moi aussi j'en ferai. T'as compris, ouais, Sartek, Dieu donné. Smehli, Jamel, tout de suite, ça te mettait sur le teco, donc comme je te reparlais tout à l'heure, cette confiance qui n'était pas assez accrue pour que j'affirme qui je suis pour devenir ce que je voulais n'était pas présente à ce moment-là. Parce qu'on a un contexte social aux Minguettes que tout le monde connaît très bien. C'est pas qu'on est fermé, mais on est très fermé. C'est pas pareil. Voilà. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Le cadenas, il a été mis là sur la porte. Et c'est là que l'histoire commence. C'est-à-dire que verrouillé aux Minguettes, Lyon, quand t'es un afro-descendant, migrant, ou je sais pas, fils d'immigré, peu importe comment tu le nommes, pour te rentrer dans un théâtre, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on est fermé aux Minguettes, mais en face de nous, c'est fermé aussi. Donc, tu vois, l'espace de jeu, pour moi, il était très dur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de monter sur Paris. Et c'est Paris pour le stand-up. Pour le stand-up, et vraiment pour me dire, est-ce que je suis capable? C'est vraiment pour moi. Je suis pas monté, et c'est ça qui est un peu marrant, c'est que je monte pour moi. J'ai envie de savoir si je suis capable. Je me confronte à moi-même. Donc je monte sur Paris, et c'est là que l'histoire commence, qui se nomme Un humoriste lyonnais à Paris. Ça commence maintenant. On t'écoute. Donc vous connaissez le trajet, un Ouigo évidemment que je fraude, un truc comme Lyonnais qui se respecte. C'est vrai? Il faut rentrer, frérot. Moi, je monte sur Paris, je me dis, je rembourserai demain quand j'aurai percé. On est déjà dans des projets un peu, c'était loufoque. T'es déjà dans le futur. Je suis déjà dans le turfu. Mais je monte avec tu vois, la confiance que je n'avais pas à Lyon, je la mets à Paris. Mais en faisant ça, je mets aussi tous les gènes lyonnais en moi. Tout ce qui fait qu'on a cette réputation. Mais en premier degré, ça n'est pas pour rigoler. C'est-à-dire que sur scène, j'étais ce gars-là, c'est très easy, ça marchait bien. Mais dans mes relations, ça a été un peu compliqué. Donc j'arrive, je fais tous les plateaux qui existent, j'ai envie de jouer. En plus, un Lyonnais qui monte sur Paris, la première chose, c'est quand il voit le Jamel, le Paname, machin, c'est Walt Disney. C'est-à-dire que ça y est, c'est là que ça se passe. Mais tu dis que là, tout est à faire. Ça y est, là, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de me dire c'est Lyon, ils veulent, Non, je reste focus, je fais du tout droit. Je me dis, je me fais confiance, c'est le moment de savoir qui je suis dans ce terrain de jeu. Donc je fais tout ce qu'il faut. C'est dur, comme tout endroit, mais j'y crois. Et je croise un pote à moi qui s'appelle Julien Essomé. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais je le cite. Voilà. Et Julien Essomé qui me dit, viens, je connais un endroit qui s'appelle le Paname. Je connais bien un mec qui a un plateau là-bas, il peut te faire jouer et tout. Donc j'arrive là-bas et tout ça. Il me dit, fais attention, ce mec-là, il est très dur, tu vois. C'est un peu le commissaire, c'est le Jean-Jean du stand-up, tu vois. Ouais. C'est le gendarme, il connaît tout le monde, il sait quand une blague est drôle, elle n'est pas drôle, à qui elle est cette blague, machin. C'est un puriste. Un puriste, le gars, il est droit, et tu dis, c'est ce que je veux. Ouais. Je veux être confronté à ce gars-là. Lui, il va me dire si c'est claqué ou pas claqué. Donc j'arrive, je me présente, je fais bonjour. Donc d'abord, je parle au propriétaire du lieu, je fais bonjour, je m'appelle Armand, j'aimerais faire des blagues. Il me dit, pourquoi t'es drôle? Et c'est là qu'il se passe il se passe deux choses. Soit je fais le mec qui veut s'en sortir, il baisse la tête, il dit non, s'il vous plaît. Ou je fais le lyonnais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a celui-là, qui tu parles, je crois que je suis bref. Et je te laisse deviner qu'est-ce que j'ai choisi. Bizarrement. Bizarrement, t'as décidé de te recarrer, de pas. Eh ben non, j'ai fait mon lyonnais de gars. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as, mon gars? Tu m'as cru que j'étais qui? Passe-moi un micro, j'éteins tous tes copains. Il me regarde, il me dit doucement, mais je rigole avec toi. Je lui dis, mais à quel moment on sent à la blague? Parce que moi, j'ai fraudé le train, j'ai envie de jouer. Je suis pas là pour rigoler avec toi. Monte sur scène, donne-moi le micro, viens me faire des blagues après. Il me dose, il me dit calme-toi, c'est pas. Mais déjà, il me prévient. Mais t'étais vraiment vénère, premier degré. Non, en fait, Amar, dans ma tête, j'étais en mode R9. J'étais en mode, y a pas le choix. J'ai mes deux petits frères à la maison et ma mère. J'ai fraudé le train. Ma mère, je lui ai dit, j'allais voir un sahab en ville.
Je suis resté 3 semaines. Je décrochais pas tellement que j'avais pas quoi lui dire. Ouais. Je me dis, il faut que je rentre chez moi avec un résultat. Ouais. Et je déconseille à toute personne qui veut faire des choses dans leur vie au pire, il faut faire comme aux Turcs. Tu prépares ton bagage. Et tu dis à ta mère. Et tu dis à ta mère. Mais partir et dire, bon, je lui dirai quand je reviens, c'est un calcul très mauvais et ça génère chez toi une pression qui est pas bonne. Parce que chaque relation que tu vas créer avec les gens sera liée à l'échec potentiel. Donc forcément, tu te projettes très très mal. Donc déjà, j'étais pas dans les bonnes conditions, c'est ça que je vais te dire. Donc finalement, il voit que j'ai une volonté de faire, et il me dit vas-y. Et en fait, voilà, je vais dans un plateau, j'arrive dans le plateau où je vais jouer, il y a Tony Saint-Laurent, Fari, Bounian Minalahmou, Donald Jacksman et Seb Melia qui était à la chauffe. Donc, tu as déjà des morceaux à côté de toi. Donc, j'arrive, on me dit, parce qu'il m'a pris au sérieux. Quand je vais le voir, je fais, vas-y, je les éteins tous. Il me dit, on va voir. Ouais. Si tu les éteins pas, tu viens plus. Ouais. Et moi, c'est tout ce que je voulais. Tu veux juger. Moi, je veux les éteindre. Donc, j'arrive, évidemment, des assassins, parce que moi, je suis un fou dans ma tête. Ils arrachent les uns derrière les autres, et moi, je passe après Fari. Fari, à l'époque, il est fort. À l'époque, frérot, c'est le patron. C'est le roi du monde. C'est le frérot A. B, il faisait l'alphabet, frérot, c'est standing ovation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et honnête, il est très fort. Il est trop fort, Fari. Très fort. Je suis même pas là pour casser du sucre sur les uns et les autres. C'était moi qui voulais prouver quelque chose. Ouais. C'est moi le prouveur. Eux, ils faisaient leur taf. Ouais. Faut que le chat y comprenne. C'est moi le fautif dans l'affaire. Il y a pas de, ils m'ont fait. C'est moi qui leur. C'est bien parce qu'ils ont dit ce qui s'est passé. Et donc voilà. Moi, je vois, il éteint. Je vois, il arrache le truc. Et tu vois, sa manière de jouer, Fari, il prend le micro, très stylé, très posé. Moi, je vois ça, je fais non. Et je passe juste après. Et toi, le Paname, c'est une petite cave. Ouais, je l'ai fait. Tu l'as fait, c'est une petite cave. Ça veut dire que moi, il m'appelle, il éteint. Il fait du bruit pour Herman. En plus, il dit, fais du bruit pour le prochain. Et il fait, il s'appelle comment? Pas capté. Ça commence mal. Je dis, bon, tu sais pas qui je suis, tu vas voir chez qui. Tu vas voir. Et je monte, je prends le micro comme ça, et je dis, vous m'entendez? J'ai pas besoin de micro. Je vais pas faire comme l'autre à se frotter vers le micro. Et je le jette. Et je jette le micro par terre. T'entends ça grince, ça. J'arrache tout. Et je commence à faire mon passage et tout. Et je pars. Bref, mon passage, il est hardcore, violent, il est trash. Tu peux pas en faire une blague, tu vas te faire ban. Ça sert à rien. Ouais, c'est un humour très trash. C'est mon humour, ok? Il faut m'aimer comme je suis. Et à partir de là, l'ironie, c'est que ça marche. On me dit, t'es un fou, t'es un malade et tout. Sauf que t'as pas jeté le matos comme ça, nana. C'est bon. C'est pas grave. Sauf que quand je descends du plateau, les gens, ils kiffent. Ils kiffent de fou. Donc réussi. En vrai, dans ma folie, il se passe un truc bien. Okay. On se dit, il est fou, mais il est galerie. Donc, ça pardonne à moitié. Faut t'avouer, mes drôleries à moitié. T'as capté. Ok. Donc, je redescends, je vois les autres, la loge, tous les humoristes, bref, je te dis pas les blazes, ils sont tous là, Jason Broker, tous ceux que tu connais aujourd'hui, ils étaient là. Ok. Et ils me connaissent tous pour ce que je te raconte là. Ok. Et t'as Seb Melia qui vient. Seb Melia, du coup, l'humoriste. Ouais, l'humoriste, il me dit, t'as cartonné ce soir, mais fais gaffe, telle blague, c'est pas la tienne. C'est celle d'un Américain, machin. Et à ce moment-là, il se passe un truc. Tu vois, les montagnes russes, je suis dans un truc où je viens de me prouver que j'étais drôle à moi-même. T'étais chaud, toi, là. Je sors du plateau, j'ai les yeux qui pétillent, Amar. On a un truc qu'on n'a jamais ressenti quand tu viens des Minguettes, c'est ce qu'on appelle la fierté de soi-même. Ouais. De se dire, je suis fait pour ça. Le bruit, les rires, les applaudissements, je suis fait pour ça, frérot. Je sors de là avec cette conviction personnelle, intime, me disant, c'est bon, j'ai trouvé ma voix. Quand tu t'es toi, tu es mieux placé que les autres pour l'entendre. Trouver sa voix quand t'es minguet-toi, c'est une dinguerie. Ouais, c'est dur. J'ai fraudé pour trouver ma voix. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait 400 bandes pour retrouver ta voix. En me disant, le temps que t'aies ce sentiment de j'ai plus les pieds sur terre, j'ai envie d'appeler ma daronne. Maman, c'est bon, j'ai fait un truc. C'est bon, j'ai trouvé. T'inquiète plus, parce que tu connais le cauchemar. T'inquiète pas, mais je sors, je fais tout ça en tête, tout ce qui se mélange, ça s'appelle l'euphorie. Ouais, t'es content? Je suis content de moi. Je descends,
et il y a Sem Melia qui vient me dire ce que je viens de te dire. Il dit ta vanne, c'est pas la tienne. C'est pas la tienne, t'as volé cette vanne. Frérot, j'ai un dégoût. Et à cette époque-là, moi, je pigne, bon, on est en train de... je fume, quoi, voilà. Sans dire les termes, je bédave. Des sandwichs, comme il disait. Des sandwichs. Et là, frérot, je me suis fait un sandwich turc indien, poteau. J'étais prêt à le grailler, moi aussi, frérot. Et j'en suis fait un doublé, patte de baseball. Et en fait, quand il me dit ça, j'ai une haine. Et je me dis, non, Herman, nique pas tout. Ne dis rien. Ne dis rien. Fais rien, va te faire un tour. Donc je monte, je m'en fais un gros, je me truc. Mais mauvais calcul. Seum plus gazerie, des sandwichs, pas bien. Parce qu'il y a tout qui remonte. Tu commences à... Tu réfléchis et tu matrixes. Je me suis matrixé. Donc on arrive aux remerciements. Les remerciements, c'est quand tout le monde remonte sur scène pour dire, voilà, vous pouvez nous retrouver d'à tel endroit, à tel endroit. Donc moi, je suis pas bien. Et c'est lui qui a animé la soirée. C'était Sem Melia qui anime la soirée. Et il me donne le micro, il dit, allez. Et donc moi, je suis devant le public, j'avais cartonné, Ama. Je dis, dans la salle. D'abord, je fais, excusez-moi, est-ce que vous avez passé un beau moment avec moi? Et tout le monde fait, ouais. Dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que j'ai volé mes blagues? Et tout le monde fait, non. Et je prends le micro, je regarde le public, je fais, hey, si dans la salle, il y a une personne qui pense que j'ai volé mes blagues, dites-lui bien que sa grand-mère, la ta Devant le public? Devant le public, devant tous les boss, devant les autres humoristes que je t'ai cités avant, devant ceux qui étaient en loge qui allaient jouer après, c'est-à-dire que des grosses têtes, des grosses têtes, des grosses têtes. Ça veut dire que je lui ai insulté sa grand dans le truc. Là, le blanc, et j'avais les yeux qui étaient dans le sandwich. Ça se voit que t'étais complètement... J'étais dans le truc, frérot. C'est-à-dire que tu me parlais, j'étais un zombie. Un zombie blanc. Comme ça, je te parlais, je faisais ouais. Et tu vas faire quoi? Parce qu'en fait, quand tu vas voir la suite, elle arrive maintenant, c'est quand je vais le voir, je descends, il vient me voir, il me fait, ouais, t'étais pas obligé de faire ça sur scène et tout. Je lui dis, mais pourquoi? Tu penses que je suis un voleur? Il me dit non, je fais, bah voilà, ta mère, je la tute pas. Ouais. Et il me regarde comme ça et je le tape sur l'épaule. Parce qu'en fait, quand il m'a dit on n'aime pas les voleurs, il me fait un truc de... Tu sais, on n'aime pas trop les voleurs ici. Et il me tape sur l'épaule. Un truc insupportable. À Lyon, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et je lui fais ça, mais je lui fais x2. Dans les clavicules pétés. Il était comme ça. Doucement. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce malin, comme il est très malin? Et c'est là que j'ai compris mon erreur. C'est pour ça que j'ai dit, les amis, on le dit, ça fait rire. Aujourd'hui, je le dis en rigolant. Mais voilà, l'effet qui se coule, il est maintenant. C'est que, comme je t'avais dit, ça marchait très bien. J'étais dans la troupe du Diamel. À cette époque-là, j'étais déjà programmé pour mon passage télé. Il y avait des gens qui voulaient bosser avec moi, des gens très haut placés. Et si aujourd'hui je suis avec toi en faisant ce podcast, c'est que cette réputation on m'appelait comment à la fin? C'était la Kaira de Lyon, la Kaira du 6-9. Oh purée. Ouais, parce que en fait, ça va très très vite dans ce milieu. J'étais dans mon droit, parce qu'après la suite, c'est que c'est devenu une vanne après. C'est pour ça que ton frère il m'a dit, ouais, je le suivais, mais il parle de moi dans un podcast. C'est Melia parle de toi dans un podcast. Dans son podcast, il parle de moi. Il dit, il y a une fois, j'ai reproché à un gars qui avoir volé une vanne, il l'a mal pris et il m'a embrouillé, il a voulu s'embrouiller, machin. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé mes camarades, il y a des camarades qui sont sur Paris, qui m'ont dit, ouais, j'ai dit, c'est vrai et tout. Il me dit, mais pire que ça. Et c'est mon pote Kassem de La Fontaine que j'embrasse, mon frérot de toujours avec qui j'ai commencé, qui m'a dit une fois, il est parti jouer au Paname pour voir un collègue à nous qui jouait là-bas. Et en fait, il dit, à la fin, il y a un truc, tu demandes le chapeau. Pour donner un peu d'argent. Et il dit, si vous donnez rien au chapeau, j'appelle Herman. Je suis devenu une blague, en fait. T'étais le beau loulou de... Ouais, j'étais devenu une barre de rire pour eux. J'étais à Lyon, moi. Le grand méchant loup de... Exactement. Donc un jour, je suis monté, j'étais parti, j'avais un voyage, je faisais un tournage sur Paris, donc je suis passé au Paname, comme ça. J'ai vu des collègues et on m'a dit qu'ils jouaient juste après. Donc moi, j'ai attendu. J'ai attendu patiemment. Après Oui, ça s'est passé près de 6 mois, 8 mois après. Après le podcast, du coup. Ouais, je suis monté, je lui ai dit, il faut qu'on se parle. Et je l'avais croisé dans le petit escalier du Paname. Je lui ai dit, il faut qu'on se parle, frérot, parce que tu fais des vannes sur moi, tu parles de moi sur tes podcasts. Quand je suis pas là, tu fais des blagues sur moi. Maintenant, je suis là, viens, on se parle. Et il me dit, je te connais pas. Après, c'est là que je vais pas finir cette histoire parce que on rentre un peu dans la violence, mais je l'ai bombardé devant le Paname, devant tout le monde.
C'est-à-dire, non mais dis-le, c'est bon. Non, je l'ai bombardé, c'est-à-dire il a pleuré, je l'ai mis des tartes, pardon, arrête, pourquoi tu fais ça, c'est que des blagues, pourquoi, tu sais, il m'a dit quoi, si tu veux réussir, il faut que tu sois plus relax, il m'avait dit une phrase toute faite pour me montrer, mais c'est pour ça que je vais pas envie de tout raconter parce qu'après on rentre dans une violence gratuite. Sauf que le seul truc qui est marrant, si tu veux tout savoir, c'est qu'on est sortis comme à l'école. Quand je l'ai attrapé par le callback, ils ont tous dit bagarre, bagarre. Et quand ça traîne les chaises, ouais bagarre, tu sais, t'as la permanence. Non. Et j'ai vu ça m'a entouré. 10 balles sur Araman. Et après il a fait sa pleurnicheuse. Moi j'ai essayé de me justifier. Et la fin de cette histoire, c'est qu'à la fin je dis puisque maintenant vous pensez que je suis une Kaira. Comme il était, je t'avais mis une baffe, je dis maintenant, vous pouvez dire que je suis une Kaira. Et maintenant, depuis ce jour-là, j'ai pu rejouer au Paname. Jusqu'à que, il y a l'année dernière, on a fait un tournage. C'est pour ça que la chute, elle est là, bientôt finie l'histoire. C'est que une mauvaise réputation, mais on n'a jamais touché mon talent. On a toujours parlé de moi, sur ce que j'étais, sur d'où je venais, mais jamais du propos, ça veut dire la scène et mes résultats sur scène. Est-ce que t'étais gaulerie ou pas? Exactement. Et c'est quand t'es bon, ça. On va toujours mettre en doute ce qu'il y a autour de tes compétences au lieu de mettre en doute tes compétences. Donc ça, ils peuvent pas le nier. La preuve, les producteurs du Paname, ils ont fait une émission de télé qui s'appelle le Top Comedy. Top Comedy, qu'ils ont fait la tournée de tous les comédie clubs de France pour mettre en avant les stand-uppers des régions. Et quand ils sont venus à Lyon, je te la donne dans le mille, ils ont choisi mon lieu, la Grouverie, pour faire ce tournage. Donc le même mec qui m'avait taillage de son plateau, me rappelle en s'excusant par rapport à ce qui s'était passé, parce que finalement, j'avais eu raison de le frapper, parce que, et je le cite, j'en ai rien à foutre, Kaderoun a dit, tu avais raison de le frapper, parce que c'était une merde, et je suis désolé, on a la tête de la merde. Bref. Donc, des gens te font et te défont des réputations. Ouais. Accrochez-vous à ce que vous êtes, à vos valeurs. Vous allez peut-être perdre des filons, mais vous allez en gagner une. Moi, j'ai gagné le meilleur filon que j'ai gagné, c'est ma liberté. Parce qu'aujourd'hui, je suis autoproducteur, je suis indépendant. Les blagues que j'écris, c'est les miennes. Les événements que je monte, c'est les miens. Je me paye tout seul. Aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle par mes blagues tout seul. J'ai pas de producteur. Personne. Personne. Ça veut dire que si maintenant je dis une dinguerie, c'est ma dinguerie. Et je suis fier de mes dingueries. Donc voilà, c'est une anecdote pour dire, malgré d'où vous êtes, d'où vous venez, et les obstacles que vous avez devant vous, surtout ne doutez jamais de d'où vous partez. Parce que déjà, Herman va faire un Jamel Comedy Club. Quand tu viens des Maguettes, déjà, c'est un truc de fou. C'est une dinguerie. Bah, tout le monde l'avait regardé à l'époque. Tout le monde, bah oui, j'arrive au quartier, je fais ça comme ça, oui. Bah bientôt le Marrakech du rire, Inch'Allah. Bah non, bah non. À une baffe près. À une baffe près, bah peut-être. Mais en tout cas, voilà les amis. Mais je le reconnais aujourd'hui, à mon grand âge, j'étais jeune dans ce métier, j'y connaissais rien. Et maintenant, si tu me dis, Herman, si tout ça, ça le remet, on dit, c'est pas bien d'avoir des regrets. Non, c'est pas des regrets. Mais c'est sûr, je le referai pas pareil. Sûr et certain. Peut-être t'avalerais plus ton somme. Bah déjà, tu le verrais différemment. Totalement. C'est ça. Parce que c'est pas moi déjà. Pour que tu me connaisses, moi, on me connaît plus, même au quartier, je suis plus ce gars-là qui fédère, qui a envie d'aider les petits frères, qui veut aussi faire marrer les gens. Mais je suis pas le gars qui est monté à Paris, c'est pas le bon Herman. Est-ce que t'étais arrivé peut-être trop tryhard et que du coup la moindre chose qui aurait pu couper l'herbe sous le pied, t'as dit elle doit pas exister. Il y a personne là à ce moment-là, ça c'est une des histoires parmi tant d'autres. Je t'ai raconté ça là parce qu'elle a un côté qui se coule, qui se finit bien, mais il y en a d'autres qui m'ont fait perdre beaucoup plus. Ouais. Bah, en vrai, s'il y en a l'occasion, on va les écouter. Ça pour dire que la mentalité lyonnaise, je sais qu'elle est décriée, elle est mal vue. Mais en tout cas, elle a une créativité absolue. Faut pas la négliger. Elle est créative, la mentalité lyonnaise. Elle est différente, c'est vrai, mais elle est pas condamnable. Elle est pas structurée. C'est ça. C'est tout. La preuve, hein, tu en es la preuve. T'es un vrai Lyonnais, comme on le sait, et t'as structuré ton délire, et ça marche. On essaye, alhamdoulilah. C'est pour ça. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de te raconter cette anecdote, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, même ceux qui nous sont passés, qui ont raconté leurs trucs, que ce soit des voyages ou des projets, rien que de faire des voyages tout seul, à se dire c'est comme ça, ce mindset-là, je trouve ça très stylé. Cette génération-là qui a ce mindset un peu fucked up, on s'en fout en fait. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je suis content.
Je suis content d'entendre ça, te voir toi. Et moi, ça fait vieux briscard qui a rien compris, mais quand je vois le reste... Non, mais il faut assumer. Elle est où la caméra? Elle est où la caméra? Celle-là, là. Ne faites pas comme moi. C'est pas bien. Taper les gens, c'est pas bien. C'était le message. Ok. Donc voilà, c'était ça mon message. Voilà. Herman, merci beaucoup, frérot. Avec plaisir, les amis. Avec plaisir. On remercie Herman. Merci, les amis. Il a fait... Mais en vrai, c'est... Moi, je savais que ça s'était passé de façon particulière à Paris, mais je savais pas que c'était allé jusque-là. Non, parce que tu sais, j'ai aussi la honte aussi. Là, j'en parle parce qu'il y a prescription et sur le moment, tu me disais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais le refrain lyonnais, c'est ils me l'ont fait, oui, je l'ai dit pendant 4 ans, mais tu sais comment ils sont, c'est avec, je sais que tu veux pas qu'on fasse l'accent, mais voilà, Franjo, t'as vu comment ils sont, c'est mouillas. Voilà, t'arrives, même pas Samarkoum. Je lui dis Samarkoum, il m'a dit bonjour. Oui, c'est quoi ce bois vert? T'as capté? Tu connais? Je connais parfaitement. Voilà. Et j'étais totalement ce gars-là. Et c'est même pour ça que quand je reviens de Paris, j'ai fait un sketch qui s'appelle le Rat de Lyon. Quand je fais, qui a bien tourné sur les réseaux, on me dit Herman, tu l'imites bien, mais c'est exactement ça. C'est moi. Ce sont vraiment des rongeurs. C'est ça. On est des rongeurs. C'est pour ça que je dis on est vraiment des rongeurs. Dans le sens où on se rend pas compte que on se range entre nous. Ouais. On ronge personne d'autre. C'est vrai, on ronge personne. L'environnement, il nous ronge. Il nous ronge. C'est pour ça que quand tu vois je le répète, parce que quand tu vois des gars comme vous, malgré les rongeurs, et qui se disent on va structurer, on va faire et machin, il faut leur dire bravo et il faut surtout leur dire lâchez pas. Continuez les gars. Compte sur nous là-dessus, t'inquiète. Je sais que vous êtes, mais je parle peut-être à ceux qui nous écoutent et qui se disent voilà, on est des rongeurs, c'est vrai, mais on rigole bien. Faut pas tout jeter dans le Lyonnais. Le Lyonnais, il est un peu frustré par ailleurs. Pourquoi il est frustré? Parce qu'il a de l'ambition. On n'est pas frustré quand on a envie de rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut juste apprendre à structurer et surtout, le Lyonnais, s'il vous plaît, arrêtez de calculer ce qui se passe dans la culotte des autres. Surtout d'un autre Lyonnais. Si vous aimez, vous likez, vous appuyez sur le bouton liker, vous appuyez sur la petite flèche qui dit partager, faites ça. Et si ça vous plaît pas, vous swipez, c'est tout. Ah mais ça c'est typique. Hein. C'est typique, voilà. C'est typique. Mais en tout cas, voilà les amis. Herman, merci pour le message. Ça se transforme en Martin Luther King. Alléluia les frères. Merci l'équipe, merci Herman. Herman, mon frère. Plaisir, voilà. Normal, avec plaisir. On a le frérot qui va vous régaler aussi. Le frérot Semi, primatologiste. Frérot, comment il va? Ça va, frérot, alhamdoulilah. Comment il va? Bien tranquillement? Tranquille et toi? Magnifique. Merci pour l'invitation. Tu t'appelles comment? Semi, primatologiste? Prima, Semi, comme tu veux. Voilà. Prima, c'est bon? Nickel, impec. Voilà. Les frérots, on est avec Prima qui va nous raconter une anecdote aujourd'hui. On le remercie. Comment il va? Ça dit quoi? Ça va, alhamdoulilah, hein. Comme un mec en week-end. Ah bien, ça, tu travailles, tu fais quoi en ce moment? Ouais, là, je viens de finir mon alternance. Ouais, j'ai fait deux CAP, carrosserie et peinture automobile. Oh, c'est cool ça. Alhamdoulilah, tout est bien fini. Tout est bien obtenu, CAP, tout ça. Magnifique. Donc là, Inch'Allah, bientôt va commencer la vie d'adulte à 32 ans. À 32 ans. Ah, il est temps. Ouais, il y a une petite reconversion professionnelle. Moi, je te connais un petit peu, mais tu sais quoi, présente-toi un petit peu au chat. Du coup, CAP carrosserie et peinture, ça. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre que je m'appelle Semi, j'ai 32 ans. Un petit peu streamer aussi, sous le nom de primatologiste. Moi, tu fais quoi? De tout, surtout de l'ouverture de cartes Pokémon. Ouais, c'est cool ça. C'est pas mal, ça fait plaisir, sauf quand il n'y a rien qui tombe. Mais bon, ça c'est... Les gens du chat sont habitués à ça. Ah, c'est un gacha après. Hein. C'est exactement ça. C'est un gacha IRL là. C'est exactement ça. Et voilà, après multigaming, on zone, on est là. Magnifique. On est là. La chaîne c'est quoi? C'est primatologiste. Primatologiste. En un seul mot? En un seul mot, tout attaché, sans eux, ouais. Ok, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez donner un petit peu de force au ref, primatologiste sans eux. Sur Twitch, si vous voulez regarder, surtout les fans de Pokémon, etc. C'est le JDG Halal, t'as tout compris. Ouais, c'est le JDG Halal, chemise JDG. Voilà, bientôt il y aura un petit opening. Voilà, il y a tout la totale. C'est un fan de jeu, c'est un fan de... Même Herman, il a la ref, pour vous dire à quel point la vanne est bien. Ah putain, voilà, celui qui a trouvé la vanne, elle est incroyable. Voilà, c'est le JDG Halal sans problème. Certifié AVS. N'hésitez pas à donner de la force, on vous met dans le chat, Ribatologiste, Racim vous l'a mis dans le chat. Et frérot, sur quoi va passer ton anecdote? Moi, je t'écoute, hein, on y va. Hein. Et moi, c'est un peu moins drôle que tout ce qui... Alors, moins hardcore quand même que Ostur, parce que là, ça, il a mis la barre très très haute. Vas-y, on t'écoute. Mais moi, c'est un truc un peu... C'était il y a 5-6 ans. Juillet, il y a 5-6 ans, avec 2-3 sahabs, on prévoit de partir en vacances dans le sud. Ok. Jusque-là, tout carré. Classique. Et en gros, comme on partait avec une seule wago,
mon sahab, il me dit, bah, parce qu'en gros, c'était sa copine qui conduisait. Il dit, vas-y, bah, viens dormir chez moi. Comme ça, demain matin, on part chez moi, parce qu'il habitait pas sur Lyon, il habitait un peu en dehors. Il me dit, viens dormir chez moi, comme ça, demain, on trace direct. On se casse pas la tête. Ah. Du coup, il vient me chercher, tac, on va faire les courses, parce que tu connais, sur la route, pour éviter de payer les sandwichs triangles à 5 balles, on se fait des casse-dalles, tu vois. Donc, on arrive chez lui, on se pose, en mode geek, petite game de LOL, tout ça, ça zone, tu vois. Et vers minuit et demi, 1h, on se dit, vas-y, bah, on va préparer les casse-dalles, comme ça, après, on va dormir, lever 6h, et on prend la route, tu vois, tranquillement. Du coup, sa copine, elle va se coucher, et nous, on va faire les casse-dalles. On se pose dans la cuisine, et c'était en mode cuisine carrée. Et juste en face de nous, il y avait une petite étagère où il y avait des fèves de galettes de roi. Sa copine, elle les collectionnait. Mais il y en a... Ouais, ok. Voilà. Carte Pokémon pour les uns, fèves de galettes de roi pour les autres. Pas de problème. Exactement ça. Et il y en avait une quinzaine alignées, tu vois. Et on commence à faire les casse-dalles. Et il y en a une qui se renverse. Qui tombe de fèves. Bon, ça arrive, ouais. Y a rien. C'est jamais... tremble, je sais pas, il y a un truc qui a touché le meuble ou quoi. Mon pote, il y va, il la remet droite. Enfin, tu sais, il la re-range, normal. On repart dans nos sandwichs. Et là, on voit la fève qui vole et qui tombe. Genre, elle fait vraiment un bond de 2 mètres. Donc là, avec mon cham, on se dit, bon. Je lui dis, t'as vu? Il m'a dit, j'ai vu. Est-ce que toi, t'as vu? Ouais. Et du coup, on se regarde un peu bizarre. Moi, en tant que musulman, le monde de l'invisible, on y croit, tu vois. Ouais, on croit au... Et là, moi, je commence à coller. Dans ma tête, je me dis, aïe, il y a un genou, c'est sûr. Mais je dis pas mon sable, lui, il est pas croyant. Du coup, il était en mode, ouais, c'est bizarre. Sauf que moi, c'était pas en mode bizarre. Tu vas pas le faire paniquer. Ouais, moi, je me dis, aïe, il y a un truc. Ouais. Du coup, là, dans ma tête, je commence à réciter toutes les sourates possibles en protection, tu vois. Du coup, mon sahab, il commence à avoir les larmes aux yeux, il colle. Moi, je dis rien, je fais genre, je calcule pas. Après, je le comprends. Une petite fève qui vole. Du coup, il se lève, il la prend. Mais tu sais, il la prend en mode plein de doutes. Il la regarde, il la repose. Il revient s'asseoir et elle revole. Mais énervé, style encore plus énervé qu'avant. Là, frère, je commence à coller. Là, je me dis, astaghfirullah. Du coup, là, je tape mon pote, je lui dis, frérot, viens, on met du Coran. Je commence à mettre du Coran. Moi, je commence à paniquer. Il a dit quoi quand tu l'as dit, on met du Coran? Mais lui, il m'a dit, bah, frérot, fais ce que tu veux. Ça y est, il savait plus quoi faire, ça y est. C'est plus mon boulot, là. Ouais, il était là en mode, frérot. En plus, en gros, il sait que je suis musulman, pratiquant et tout. Il me dit, frérot, exorciste. J'ai dit, ouais. J'ai dit, comment ça? Ouais. Je lui dis, bah, vas-y, bah, tu sais, du coup, je commence à mettre du Coran. On commence à, tu sais, on était comme ça, on était pas bien. On s'est dit, wesh. Du coup, lui, il va voir sa meuf. Il dit, oh, viens voir, il y a un truc avec tes fèves. C'est vrai que c'est les siennes, hein? Bah oui, c'est ça. Et du coup, tu sais, on lui demande, il dit, ouais, il y a des bails bizarres. Et elle me dit, non, rien. Elle me dit, ouais, mais vous collez, tu vois. Et la 3e fois devant elle. Oh, il l'avait remise en place? Une autre. Une autre? Bon, là, j'étais pas bien. Tu sais, j'étais à... Pas envie de pleurer, mais tu sais, je me suis dit, là, ça devient sérieux, tu vois. Du coup, on finit en 2-2. Et on range même plus la cuisine. On finit juste de faire les casse-dalles, on les range. On ferme la cuisine. Et style, on se pose dans le salon. Comme si rien ne s'était passé? Lui, oui. Moi, non. Moi, j'étais encore en mode sous-choc, style. Je me dis, il y a un truc qui est pas normal. Bah ouais. Et du coup, je disais, frérot, je pense, ça, viens me chercher demain matin. J'appelle mon daron. Parce que j'avais le permis, j'avais pas de vago. Je lui dis, j'appelle mon daron, il vient me chercher, frérot. Voilà, viens me chercher demain matin, je reste pas chez toi. Il me dit, bah non, en gros et tout, reste à la messe. Je lui dis, mais frérot, comment ça, reste à la messe? Tu devais dormir là où il y avait... Ouais, c'est ça. Sauf que lui, bah, il allait dormir avec sa copine. Moi, après, j'étais tout seul dans le salon. Ouais. Ah non, ouais, non. Ouais. Bon, je lui ai dit, tu sais, pour la vanne, je lui ai dit, frérot, là, je dors entre vous deux. Y a pas de problème. J'ai dit, frérot, là, je dors pas tout seul. Non, mais en plus, tu sais que ce qui est marrant, c'est que ça arrive quand t'es là. En fait, c'est ça le truc. Et je me dis que peut-être que vu que t'es musulman, et si nous, on croit au monde de l'invisible. Bah ouais. Il y a un monde où le djinn a dit, oh, il y a un musulman là. Non, je veux pas qu'il soit à la maison. Et bah, en plus, il venait d'acheter l'appart, genre, il y avait 2-3 mois. Il était vraiment, ça faisait pas longtemps qu'il était dedans. Donc en fait, on sait pas ce qui s'est passé avant. On sait pas qui était dedans. T'as vu, du coup, c'est un coup, il y avait des bails avant, on sait pas, tu vois. Ouais. Du coup, on est posé dans le salon et tu sais, vraiment gros silence et on chabe. Pendant 10-15 minutes, on dit rien. Il se lève et il me dit, vas-y, frérot, bonne nuit, à demain. Je dis, quoi? J'ai commencé à bonne nuit. Je dis, non. Je lui dis, tu restes avec moi. Je lui dis, Hachem, reste avec moi jusqu'à ce que, on s'écroule de fatigue. Et il me dit, vas-y, frérot, je suis fatigué, je vais dormir. Du coup, je le vois partir. Moi, je suis tout abattu dans le canapé comme un style.
Et tu sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais. Bah, j'ai des trucs bizarres. J'ai étudié un minimum, tu vois, la religion et tout. Moi, je commence à coller. Du coup, je commence à faire des prières surérogatoires. En mode, je me dis, on sait jamais, tu vois. Du coup, impossible de dormir de la nuit. J'ai passé le camp toute la nuit. Et vraiment, jusqu'à ce que le soleil se lève. J'ai ouvert les volets, il faisait jour. C'était 6 heures, style. Je me pose, mais 10 minutes, mon pote, il se lève. Il me dit, ouais, frérot, vas-y, commence à te préparer, on va y aller. Je lui dis, ah, t'as bien dormi, toi. Et du coup, bah, on part. Et en fait, moi, je devais être le deuxième conducteur. Sauf que, bah, là, impossible. Bah ouais. J'ai pas dormi de la nuit. Et du coup, on arrive, on fait nos 4-5 heures de route. On arrive à la baraque et c'est une méchante maison. En gros, on aurait pu être une dizaine et on était 5 dedans, tu vois. Du coup, on avait tous notre chambre et tout. Moi, dans ma paranoïa, ça y est, pour moi, il y avait un truc qui nous suivait, tu vois. Ah, tu penses que ça te suit? Ah, mais frérot, moi, ça y est, moi, les trucs comme ça, j'y arrive pas, tu vois. Bah oui, je comprends. Trop compliqué. J'ai toujours dit à mes sahab, je préfère être dans un ring et me taper avec un ours, au moins je sais, c'est pas jouable, plutôt que tomber sur un truc comme ça, tu vois. Ouais. Du coup, on arrive là-bas, et moi, ça y est, je dors plus. Je dors 2-3 heures la nuit, et dès qu'il y a le moindre bruit, je me réveille en panique, en mode, il y a un doublé, tu vois. Ouais. J'étais en mode, bah oui. Et en fait, comme Aïgoun, comme un débile, je fais quoi? Quand je rentre dans ma chambre, on va dormir, il y avait un petit meuble, tu sais, en mode avec 2-3 tiroirs, je le prends et je coince la porte avec, je me dis, on sait jamais. Sauf que bah oui. Mais il peut traverser les murs, oui. Bah oui. Ah ouais, mais en fait, c'est ça. Mais c'est ça. Du coup, je fais ça. Et tu sais, je m'endors vers 4 heures du matin, je me réveille pour la prière, je me rendors, mais genre, j'ai dormi 4 heures, tu vois. Et du coup, le lendemain, mon pote, pareil, tu vois, lui, il avait bien dormi et tout. Oh, lui, il a oublié l'histoire. Ouais, lui, ça y est, il est passé à autre chose. Moi, je peux pas passer à autre chose. Il me dit, ouais, du coup, bien dormi et tout. Je lui explique. Je dis, bah non, frérot, moi, j'ai coincé la porte avec l'armoire. On sait jamais ce qui se passe, tu vois. Il me regarde et il me dit, mais t'es con? Parce que s'il y a un truc, pire, il traverse la porte. Il a pas besoin de la porte ouverte, tu vois. Oui. Du coup, ça me fait cogiter, tu sais. Je me dis, ah ouais, putain, je suis cher con. Et sauf que les 4-5 autres jours qui se passent, c'était que ça. Comme la maison il y avait 2 étages, et tu pouvais, en gros, du rez-de-chaussée, tu pouvais monter, des 2 côtés. Et mon pote, du coup, bah, comme il savait que j'étais en panique, dès qu'il me voyait, je montais pour faire mes prières et tout, et bah, il se cachait dans la salle à côté, et à chaque fois, il sortait en mode surprise. Oh, le bâtard! Mais c'est un salopard, lui aussi. J'étais trop dans le mal. Franchement, j'ai passé les pires vacances depuis que je prends des vacances. Vraiment, mais les pires. C'est un salaud, il sait que t'étais pas bien. Bah oui, parce que lui, ça y est, il était passé à autre chose. Mais moi, ça y est, moi, j'étais là, il est là, le genou, il est là, il me chape dormir. Il attend un moment, tu vois, où... Et pareil, pendant les 4-5 jours, panique. Dès qu'il faisait nuit, ça y est, j'étais là en mode, il doit être par là, quelque part, il me regarde. Oh putain. Ah, c'était incroyable, ça. Incroyable, parce que du coup, quand je suis rentré, j'ai raconté ça au daron, tu vois. Ouais. Et lui, pareil, tu vois, lui, il aime pas trop. Tu sais, au début, c'est normal, personne aime ça. Voilà, et du coup, il était en mode, vas-y, arrête de te foutre de ma gueule, tu vois. Parce que lui aussi, il était comme moi, tu vois. Et du coup, ma daronne, elle a commencé à me dire pareil, fait des invocations, fait des, tu vois, des trucs comme ça. Va plus chez lui. Ouais. Il va plus chez lui. Et ma daronne, elle me dit, par contre, un seul truc, plus jamais chez lui. Ouais. Et je lui dis, elle me dit, 1 fois, 2 fois. Et en vrai, depuis, je suis plus jamais retourné chez lui. Et genre, à chaque fois qu'on se voyait, c'était en dehors ou, tu sais... En vrai, je comprends le fait que t'arrives chez lui et il se passe des choses paranormales. En plus, lui, il se passe rien pour lui. Ça veut dire que ça se trouve, c'est uniquement ta présence qui gêne. Bah, depuis, apparemment, il s'est plus rien passé. Donc, soit le problème, il venait de moi. Soit c'est l'effet. C'est l'effet, mais c'était gelouné pour de vrai, tu vois. Et depuis, colure. Non, vraiment, en vrai, j'ai jamais vécu d'événements paranormaux comme ça. Mais je pense, à ce moment-là, tu dois te dire... En fait, tu dis, alors, en fait, ça existe. Tu mets tout en doute. Bah ouais. Tu mets tout en doute. Tu revois toute ta vie. Et là, tu commences à te dire, est-ce que j'ai été correct dans ma vie, religieusement? Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Ouais, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, là, mais vraiment, j'y ai réfléchi toute la nuit. Hein. J'ai commencé à faire une liste de toutes les conneries que j'ai fait. Je me dis, ah ouais, peut-être que je devrais faire ci, je devrais faire ça. Tu sais, j'ai essayé de... Ça, c'est indépendant de ce que tu es, ça. Ouais, mais je me dis, tu sais, voilà. Tu sais, des fois, c'est peut-être lié ou peut-être ça peut aller très loin. Oui. Je pense que toi-même, tu sais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais depuis ça, c'est... Plus possible. Ah, plus possible. Wow. C'est passé quoi, la team? Tu sais quoi, là, je me suis dedans. Là, c'est trop. Là, c'est trop, wesh. La team. Oh non, la team, il s'est passé quoi, là? Mais tu sais qu'il l'aurait fait 2 minutes avant. Ça, je pense que là... Non, là, vous voulez pas te brusquer non plus. On peut le remettre, le coffret, quand même?
Ah là là. Ah là là. Ça, c'est pas bien, voilà. Ça va, t'as pas traumatisé? Non, ça va. En vrai, de vrai, hein, tu lui as tendu la perche. Ouais, bah oui, bah il a tendu la perche. Et du coup, c'était pas la première fois qu'il m'arrivait un truc comme ça, tu vois. Ah, c'était déjà arrivé, ça? Ouais, ça m'était déjà arrivé, mais c'était un peu plus long, où genre... en gros, on avait des potes qui étaient en coloc et qui habitaient dans un duplex. Et en gros, ils avaient des escaliers en bois. Et la nuit, on entendait quelqu'un descendre et remonter cher vite. Ah, c'est effrayant. Et en fait, avec mon pote chez qui j'étais, on dormait dans le salon, mais on posait les matelas dans le salon, et son coloc, il dormait en haut dans sa chambre. Au début, je pensais que c'était le coloc. Donc, il l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, j'arrive dans sa chambre. Je dis, oh frérot, c'est bon. Arrête de courir dans l'escalier, ouais. Et tu sais, il dormait, style. Du coup, je suis allé le réveiller. Je lui dis, oh gros, en vrai, c'est pas drôle. C'était bien la première fois. C'était avant ou après ça? C'était bien avant. Ok. Mais c'était avant que je sois un peu plus carré. Religieusement et tout. Religieusement et tout, ouais. Du coup, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pareil, en fait, mon pote, il habitait à Montluçon. Du coup, j'allais chez lui que les week-ends. Et il y a le 3e week-end où je suis allé. En gros, je suis arrivé vendredi soir. Je suis reparti samedi après-midi parce que il se passait trop de dingueries chez lui. Genre. Je me dis, vas-y, c'est bon, ça y est, frère. Oh, purée. Après, peut-être qu'il y a des gens, on peut pas dire qu'ils attirent ça, mais tu sais, qui sont plus sensibles à ce genre de choses, qui les voient. Il est possible qu'à cette époque-là, les fréquentations et tout, c'était pas les. Tu vois. Pas les meilleurs qui fait que ça peut jouer. Exactement, ouais, c'est ça. Ah, je peux comprendre. C'est ça, du coup. Mais ouais, du coup, ouais, bah, c'est mis, frérot, quand tu rentres, fais bien attention, d'accord? Parce que moi, là, je vais rentrer comme ça, moi aussi, là. Ouais, moi aussi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Encore une fois, hein, ramenez-moi un ours. On fait un 1v1, il m'arrache. Ouais, je préfère voir avec quoi je me bats. Voilà. Bah ouais, c'est surtout. Quitte à perdre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, tu sais pas pourquoi tu perds, là. C'est encore pire. Tu sais pas pourquoi c'est là. Ah, ouais, juste, ça t'arrive, tu subis. Et t'es là en mode, bah. Ah, purée. Mais bon, vu que t'es croyant, ça va. On va dire que tu sais ce que c'est sans savoir ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est mis. Merci d'avoir mis une ambiance glaciale sur le. Et puis tout le monde va se regarder en mode allume la lumière, c'est bon. C'est bien, merci beaucoup mon frère. Merci à toi beaucoup, frérot. Fais attention à toi. Merci. Voilà. À bientôt, ça marche. On le remercie parce que des thèmes d'échange, parce que là c'est trop lourd comme sujet, on peut pas être moyen là-dessus. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu parce que ça reste quand même très instructif dans l'idée. Non, merci à tous nos invités, donc Herman, Semi, Pierre, le frérot Abdé, le frérot Osturk. On les remercie tous. Comme je le répète, n'hésitez pas à vous abonner s'il y en a qui ne le sont pas encore. On vous retrouve dans tous les cas tous les soirs en stream sauf le lundi et le jeudi, vous le savez. On remercie aussi Acer Predator pour le sponsor, comme d'habitude, le sponsor annuel sur 2 ans, même 3 ans, comme on veut. On sera avec eux à vie. Et Gomu. Bien évidemment, Gomu qui nous ont accompagnés pour ce soir, qui nous ont régalé, on les remercie encore. Encore une fois, nos invités, la production, Fares et Nassim qui s'occupaient de tout ça. Passez une excellente soirée, protégez-vous bien, faites attention à vous et on s'attrape à la prochaine. Bonne soirée les gars, ciao ciao. Ouais.